L'aile droite d'un avion était en feu alors qu'il demandait de l'aide d'urgence. Il était sur le point de s'écraser et les étudiants à l'intérieur hurlaient de peur et d'agonie. L'équipage fit de son mieux pour les calmer et ordonna à tous de mettre leurs masques à oxygène. Soudain, une forte explosion se produisit, poussant les étudiants à s'accrocher à leur siège et à prier pour un miracle. Kyo fut appelé par son camarade de classe. On lui dit de se ressaisir et d'essayer de se distraire. L'homme sourit et fit référence à l'un des films de Liam Neeson en rapport avec ce qu'il vivait. Kyo sourit à la blague, mais nota qu'elle n'était pas vraiment drôle. Mystérieusement, l'avion de ligne transportant 510 personnes au-dessus de la mer du Japon disparut sans laisser de traces. Cette disparition massive sans précédent provoqua un tollé mondial et laissa une cicatrice profonde dans le cœur des gens. Les familles des victimes pleurèrent sans corps, avec seulement les noms de leurs proches gravés dans leur cœur. Kyo ouvrit lentement les yeux et fut accueilli par la vision d'un être divin qui leur dit qu'ils avaient été choisis comme sauveurs. L'être expliqua qu'ils allaient être transportés dans un monde d'épée et de sorcellerie bien au-delà de leur époque. La Terre était au bord de l'extinction à cause des avancées de l'armée du roi démon. Les humains étaient ravagés par des demi-humains et des hommes-bêtes corrompus par le pouvoir des ténèbres. C'était comme un menu de statues de jeu. Les étudiants se demandèrent les uns aux autres quelles compétences ils avaient reçues. Pendant ce temps, Kyo regarda son écran et découvrit qu'il avait été doté du pouvoir du marcheur d'ombre. Avec ce pouvoir, il avait la capacité de se déplacer à travers les ombres et d'y stocker des objets. Son ami Ren trouva son pouvoir impressionnant et l'assura que si quelqu'un les attaquait, ce serait lui qui les mettrait KO. Il devait survivre dans ce nouveau monde après avoir échappé du crash d'avion. L'être divin appela ensuite les 34 héros et déclara qu'à partir de ce moment, leur objectif était de vaincre le roi démon et de sauver le monde de la destruction. Ils devaient utiliser leur courage, leur sagesse et leurs compétences. La porte vers un autre monde s'ouvrit, et ils firent tous leurs premiers pas sur leur nouvelle voie. 2 ans plus tard, la bataille finale des héros contre le roi démon commence. Une bataille féroce fit rage pendant 3 jours et 3 nuits entre les deux forces. Finalement, la chef des extravertis, Kira, vainquit le seigneur démon. Les humains gagnent la guerre contre les démons, et pourtant, cette bataille pour sauver l'humanité a coûté plus cher à d'autres. Kyo pleure son cher ami Ren, qui est l'une des victimes de la guerre. Ils ont rempli leur mission et accompli leur objectif d'anéantir le seigneur démon. 1 an plus tard, un dirigeable survole le ciel, diffusant la célébration de l'anniversaire de l'Empire Nicole, fondé sur les ruines du seigneur démon. Puisque c'est un jour spécial, le roi tiendra la cérémonie lui-même et rassemblera tout le monde. Elle leur a également dit que même les esclaves obtiendraient la permission de sortir. Pendant ce temps, dans une mine, les esclaves reçoivent l'instruction qu'ils se rendront sur les lieux de la cérémonie pour la regarder. D'ici là, ils doivent continuer à extraire les débris restants de l'armée démoniaque. Les esclaves, y compris Kyo, continuent de creuser la grotte. Il finit par trouver une autre pierre magique et range le reste d'entre elles dans son ombre grâce à sa compétence de coffre d'ombre. Son ami Tatsuo lui parle et exprime sa déception quant à leur niveau et leurs compétences. Il pense qu'il est injuste d'être un esclave avec d'autres races et de voir leur vie se consumer lentement. Les solitaires et les introvertis comme eux restent des perdants, même dans un autre monde. Kyo acquiesce et mentionne qu'il voulait juste rentrer chez lui. Soudain, ils entendent Riku, le responsable des mines, réprimander et frapper l'un des esclaves qu'ils reconnaissent comme l'un de leurs camarades de classe, Nakano. Kyo se souvient de Ren et comment il aurait sûrement aidé le pauvre homme à ne pas être battu. Riku donne un autre coup de pied brutal à l'homme, et Kyo manque de s'interposer. Cependant, Tatsuo le retient et l'empêche d'intervenir. Il n'a rien à faire le héros ici, alors qu'il est lui-même impuissant. Il porte des colliers qui risquent d'exploser s'il se rebelle. Dans leur monde, au moins ils avaient des droits, mais dans ce nouveau monde, ils sont traités comme le même genre de perdants. Kyo serre les dents et ravale sa colère. Même dotés de compétences et salués comme des héros, ils ont fini par être des jouets pour les puissants. Dans ce monde, il trouve cela exaspérant, et s'il avait le pouvoir, il changerait le monde. Il lève sa pioche et la plante avec force dans le sol, en sueur. Il découvre une lumière provenant du trou qu'il vient de creuser. Il trouve alors une pierre rare, sans rapport avec les pierres magiques habituelles qu'il obtient d'habitude. À partir de ce moment, son destin a commencé à basculer. Le dirigeable continue de voler dans le ciel, tandis que les gens acclament et attendent l'arrivée de leur roi. L'annonceur déclare ensuite l'arrivée du roi et de sa suite royale, tandis que les esclaves regardent depuis les coulisses. Il monte sur scène et se présente au public. Kyo réprime sa colère en voyant le roi, le qualifiant plutôt de seigneur démon. Le public commence à être submergé par sa présence.
Kira monte sur scène et se tient devant son peuple. Il s'éclaircit la gorge et déclare qu'un an s'est écoulé depuis qu'ils ont mené la guerre contre la race démoniaque. Il doit la victoire aux âmes courageuses qui ont combattu à leur côté et au peuple qui n'a pas fléchi et n'a pas perdu foi en les héros. L'extermination de l'armée survivante du roi démon est presque achevée, et l'avenir de l'humanité dépendra de ce qu'ils feront ensuite. Cependant, profondément sous l'Empire, réside toujours la volonté du Seigneur démon. Le joyau central et la source du pouvoir du roi démon n'ont pas encore été récupérés et détruits. D'ici là, ils ne peuvent pas vraiment dire que le roi démon a été vaincu. Après son discours, la foule a immédiatement applaudi, respectant profondément son roi. Il quitte la scène et la cède à Kurusu. L'homme lance la chanson entraînante et exhorte la foule à faire du bruit. Pour lancer la fête, le DJ lui donne un rythme et le spectacle de feux d'artifice commence. Pendant que les gens dansent, les esclaves restent sombres dans un coin. Plus tard, ils reprennent leur devoir d'extraire des minerais dans les souterrains de l'Empire. Pour extraire des pierres magiques, Kyo se souvient de la pierre unique qu'il avait déterrée plus tôt en creusant. Il s'avère que c'est la volonté du roi démon et sa source de pouvoir. Il a pensé l'utiliser pour enfin échapper à son enfer. C'est alors qu'un esclave tombe à genoux et supplie l'homme de les laisser manger, car cela fait 4 jours. Au lieu d'avoir pitié de lui, l'homme le frappe. Il lève ensuite son épée et s'apprête à tuer l'esclave quand Kyo se souvient de Ren et comment son ami courageux se serait battu pour l'esclave s'il avait été là. Gonflé à bloc par le souvenir de son ami, Kyo serre fermement sa hache et se jette sur l'homme. Il veut être comme son ami Ren, même s'il est loin d'être aussi fort que lui. Riku le gifle violemment au visage. La force du coup le projette instantanément au sol. En quelques secondes, le pied de Riku est déjà sur son visage, le pressant fortement. L'homme rit de son audace, le traitant de fou d'avoir même essayé de se battre. Il hurle ensuite un nouvel ordre pour que chaque esclave batte Kyo à mort. Impuissant, les esclaves commencent à le frapper pour éviter d'être punis. Au final, Kyo reste faible et impuissant dans ce monde, et probablement dans le prochain. Son destin funeste ne changera jamais, peu importe ses efforts. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, Riku ordonne aux esclaves de le jeter au cachot. 3 esclaves l'aident à le porter tandis que son ami pleure pour lui et exprime des remords de l'avoir blessé. Dans la cellule, Kyo est immobilisé, souffrant. Il se demande quand il a mangé pour la dernière fois. Le joyau du roi démon brille à côté de lui, et un système apparaît. Il l'informe de sa compatibilité avec le joyau. À cet instant, les blessures de son corps guérissent et sa force est restaurée. Une démone apparaît alors devant lui et déclare qu'il a été choisi par la volonté du Seigneur démon et qu'il doit suivre cette voie avec elle. La démone se nomme Phégia, la servante du roi démon. Kyo n'arrive pas à croire que le roi démon est en lui. Il a acquis une super force et a pu se libérer de ses entraves. Désormais, il dirigera la race démoniaque et régnera sur le monde. Phégia a réussi à débloquer le mode de compatibilité pour lui, ce qui signifie qu'il est destiné à devenir le prochain roi démon. Il se moque de cela, disant qu'il n'est pas fait pour le combat et qu'il n'a aucune compétence de combat unique. Elle lui prend la main et lui dit qu'il est le seul sur qui leur race peut compter. Troublé, il réalisa que c'était la première fois que quelqu'un comptait sur lui. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Phégia admet que cela lui fait mal de compter sur lui, car il était à l'origine un ennemi. Beaucoup de ses camarades sont encore asservis, et leurs terres ont été pillées. Même les 4 rois célestes de l'armée du roi démon, sur qui il comptait, ont été asservis, si bien que leur haine pour les humains était profonde. Kyo fait remarquer que la déesse leur a dit que l'armée du roi démon avait été la première à envahir l'humanité. Cependant, Tesa lui dit que c'est un mensonge. Il y a plusieurs siècles, humains et démons vivaient paisiblement sur la même terre sans jamais revendiquer les territoires des uns et des autres. Mais il y a 3 ans, les héros qui ont émergé de la porte vers un autre monde ont brisé cette paix avec leur puissance écrasante. Le roi démon et ses 4 rois célestes se sont battus pour leur race, mais ont finalement été vaincus. Après la guerre, elle a patiemment continué à attendre l'hôte compatible pour la volonté du roi démon. Kyo n'arrive toujours pas à croire qu'il est le prochain roi démon. Elle souligne qu'il partage le même désir de se venger des rois héros. Il a toujours été intimidé par les mêmes personnes, du passé comme du monde actuel. Bien sûr, il veut se venger d'eux, mais il n'y a aucune chance qu'il soit le prochain à diriger les démons. Pour le lui prouver, il vérifie son statut. Il a toujours sa classe de héros, ce qui est ironique quand on y pense maintenant qu'il vient de devenir le roi démon. Puisqu'il peut maîtriser les ombres, c'est compatible avec les pouvoirs obscurs du roi démon. Mais elle trouve d'hilarant qu'il ne soit qu'au niveau 5. Elle croit à un bug, mais découvre qu'il n'est pas fait pour le front. Il a toujours apporté son soutien en tirant des armes des ombres, c'est pourquoi son niveau n'a pas bougé. Asia est déçue par leur situation, n'ayant pas le choix.
Elles décident qu'ils doivent l'entraîner pour qu'il monte de niveau et ouvre un portail. Elle le tire à l'intérieur et lui dit qu'ils sont dans la chambre des volontés, un espace créé par la volonté du roi démon. Les derniers vœux de ceux qui ont combattu les rois démons du passé y résidant. Là, il franchira d'innombrables portes, vaincra les vestiges attaquants et absorbera leur puissance. De plus, le temps s'y écoule différemment qu'à l'extérieur, il pourra donc s'entraîner à sa guise. Avec cela, ils peuvent viser à devenir les premiers à dépasser le niveau 99. Après leur discussion, Kyo est enfin prête à affronter le premier démon. Une porte s'ouvre et un gobelin de bas rang apparaît. Le démon se jette sur lui, et il voit facilement ses mouvements, car il n'est pas très rapide. Il utilise sa compétence d'ombre et tire son épée de son arsenal. Il tranche le gobelin, l'anéantissant sur le champ. Grâce à cela, son niveau est automatiquement passé à 6. Il regarde Tésia avec excitation, annonçant qu'il a vaincu un gobelin. Enflammé, il pense même que monter de niveau est facile. Mais elle le prévient de ne pas baisser sa garde, car les gobelins sont des créatures qui aiment se regrouper. À ce moment-là, une armée de gobelins sort de la porte. Kyo est soudainement submergé et alarmé par la situation, surtout après avoir vu le chef gobelin, plus grand. Au loin, les gobelins se jettent sur lui d'un coup. Sans expérience de combat, il profite facilement de la situation et le blesse immédiatement. Le chef gobelin lève son arme et le frappe. Le coup laisse Kyo incapable de bouger et gisant au sol. Il se demande si c'est le moment de mourir. N'ayant rien à laisser dans ce monde, seul et froid à nouveau, il a toujours été seul. Et maintenant, il va mourir seul. Alors qu'il ferme les yeux, Tésa lui dit que puisqu'ils sont dans un espace artificiel, il ne peut pas mourir ici. Alors, il ressuscite et son cœur recommence à battre, envoyant une décharge de puissance dans son corps. Il ouvre les yeux, et son corps est maintenant contrôlé par la volonté du démon. Elle lui dit de se réveiller et de se battre, lui criant d'être fort. Endurci par sa haine des rois héros, il demande à la volonté du démon une puissance formidable. Il invoque sa lame des ombres, transformée en une épée sombre raffinée. Le corps de Kyo est traversé par une vague de puissance, mais il sent que ce n'est pas encore assez. S'il doit mourir autant de fois qu'il le faut pour gagner plus de puissance, il le fera. Il tuera chaque monstre de la chambre pour monter de niveau et devenir le plus fort. Résolu à obtenir plus de puissance, il active pleinement sa nouvelle lame et anéantit avec succès chaque gobelin sur son chemin. Téja est heureuse de voir sa rapide amélioration, et Kyo admet qu'il n'a plus peur. Il se jette sur le chef gobelin et le tranche en deux. Kyo accepte finalement d'être le nouveau roi démon, ce qui change sa classe de héros à roi démon. Sur un toit, Kyo est face à son ami Ren, qui s'excuse de ne plus pouvoir le protéger. Kyo est submergé par la peur, surtout après avoir vu son ami dans un état de décomposition. Soudain, Ren exprime des remords d'avoir dû mourir le premier alors qu'il avait encore tant à faire. Kyo se réveille en sursaut. Il venait de faire un cauchemar, et Tésa est assise à côté de lui. Elle lui dit que c'est normal, car son corps ne s'est pas encore adapté à la montée en niveau rapide, il peut donc sentir son corps comme étranger. Elle lui demande s'il se sent bien maintenant et lui touche la tête, ce qui le trouble. Après avoir vaincu l'armée gobeline, Kyo est actuellement au niveau 26. Il ne s'attendait pas à grand-chose, mais c'est une réussite significative, et il a l'impression d'être devenu une personne complètement différente. C'est incroyable que son corps se sente léger, et il n'arrive pas à croire que c'est exactement le pouvoir d'un roi démon. Il fait face à une autre porte, et une autre bête en sort. Le nombre d'ennemis que le roi démon a combattu est tout simplement stupéfiant, mais il n'y a pas de temps pour être troublé. Le monstre lion est énorme, et il commence à devenir nerveux. Il s'était laissé emporter par l'excitation plus tôt, et maintenant il commence à se sentir mal à l'aise. Le lion lance une attaque, et il l'esquive immédiatement. Les attaques sont plus rapides et plus lourdes que celles du chef gobelin, et si ses coups le touchaient, il serait mort à coup sûr. Le niveau du lion est inférieur au sien. Et il peut clairement voir les attaques, mais son corps ne peut toujours pas suivre son niveau. L'ennemi se jette avec une autre attaque, et la force brute le tue sur le coup. Avec cela, sa compétence de résurrection s'active, lui donnant un autre coup de pouce et le régénérant. Même s'il n'aime pas cette sensation, il sait qu'il doit passer par la régénération. C'est une sensation dégoûtante, et il peut sentir son sang refluer dans son corps. Cependant, le retour à la vie étant plus douloureux que la mort, il doit faire en sorte que son corps se souvienne de cette sensation en mourant encore et encore. Le lion lève son arme, prêt à frapper de nouveau. Kyo, à son tour, esquive l'attaque et s'éloigne d'un bond. Il essaie d'apprendre les mouvements de la bête, et à ce moment-là, sa peur de mourir à nouveau disparaît lentement. Il tranche ensuite son épée vers l'ennemi, l'anéantissant efficacement. Son niveau augmente à nouveau après cela. Il combat d'innombrables monstres qui émergent des portes,
l'un après l'autre. Il tue un hibou géant, une bête gigantesque et une araignée venimeuse. Il les tue à plusieurs reprises, et chaque monstre qui le combat est vaincu. Tandis que lui, à son tour, est tué à plusieurs reprises. Même si des bêtes différentes le combattent à chaque fois, il ne montre jamais aucun signe de reddition. Il affronte chaque bête de front. Il y en a même une qu'il combat à plusieurs reprises pendant 4 mois consécutifs. Parce qu'il continue de mourir encore et encore, il a perdu le compte du nombre de fois où il est mort. Au fil du temps, il rencontre un monstre transcendant dont le niveau est incommensurable. Phégia sourit en le regardant et admet qu'elle s'en doutait depuis longtemps. Qu'il possédait cette source de pouvoir obscur, la solitude, la dépression, l'envie et la culpabilité qu'il porte sont ce qui fait de lui le roi démon parfait et la véritable source de pouvoir obscur. Lorsqu'on lui demande depuis combien de temps il est dans la chambre, Théja répond qu'il y est depuis environ 768 jours. Elle l'assure qu'il est naturel de perdre la notion du temps une fois que l'on transcende l'humanité. Dans le monde réel, seulement 3 minutes se sont écoulées à l'extérieur. Puisqu'il ne reste qu'une seule porte, Théja le félicite, lui disant qu'il est désormais digne de son service et qu'il a gagné le titre de seigneur démon. Elle s'agenouille devant lui et lui jure fidélité. Elle demande qu'ils accomplissent maintenant le rite de l'alliance. C'est alors que la dernière porte s'ouvre lentement en grinçant. Sur ce, la chambre des volontés commence lentement à s'éroder. En un instant, il est transporté sur le toit d'une école, et il porte maintenant son uniforme scolaire. En scannant les lieux, il comprend que c'est son ancienne école. Soudain, Ren fait irruption sur le toit, à la grande surprise de Kyo. Kira apparaît alors, affichant la même expression de harceleur ignoble, et lui dit de se battre. Il se demande pourquoi Kira est dans la chambre. Kira se moque de lui, disant qu'il n'a plus besoin de babysitter. Puis il transperce de son épée le corps de Ren, inconscient. Kyo serre les dents de colère, se disant de se calmer et de ne pas mordre à l'hameçon. Après tout, il a affaire à un démon. Il se rappelle que tout cela est faux et n'est qu'un rêve. Cependant, la personne devant lui possède les souvenirs. Il sait comment il a été transporté dans le nouveau monde, comment il a combattu le seigneur démon et comment il a gagné. Il est finalement devenu roi. Il sait aussi que Kyo a dépassé le niveau 99 dans la chambre de la volonté. Il se souvient de chaque instant partagé avec le seigneur démon, et il est donc toujours réel, même s'il n'est qu'une copie de l'original. Frustré par leur situation, Kyo lui crie dessus et lui demande pourquoi il a toujours autant tourmenté. Kira lui sourit d'un air narquois, soulignant qu'il y a un ordre dans ce monde. Les faibles et les marginaux comme lui ne sont que des impuretés qui le souillent. Les gens comme lui devraient être éliminés pour le bien commun. Kyo ricane, comprenant enfin qu'il ne pourrait jamais raisonner Kira. Qu'il soit l'original ou non, il invoque alors ses épées démoniaques, prêt à l'affronter. Kira se met également en position de combat et déclare qu'il est en quelque sorte reconnaissant de l'existence de Kyo. Il affirme que Kyo a rendu leur groupe parfait simplement en existant en tant que perdant. Pour lui, c'est amusant et excitant de piétiner les faibles. Enragé, Kyo brandit son épée vers son ennemi juré, lui criant que cet homme a fait de sa vie un enfer. Beaucoup de gens ont arrêté d'aller à l'école à cause de son harcèlement. Cela ne déconcerte pas Kira du tout, car il ne montre aucun remords et minimise plutôt ses péchés en disant que ce n'était que des enfants qui se harcelaient mutuellement. Pendant que Kyo essaie de le frapper, Kira avoue que ce n'est pas le seigneur démon qui a tué Ren, mais lui. Ren a osé appeler à la paix et à l'unité entre les deux races. Au milieu de la guerre, s'ils ne pouvaient pas partager le même objectif, alors il valait mieux l'éliminer, ajoute-t-il. Il ne s'est jamais bien entendu avec Ren, et Ren l'avait cherché depuis le premier jour d'école. Kyo parvient à l'attraper et le projette violemment au sol. Il l'étrangle, mais Kira déclare que Kyo restera toujours à un niveau bas parce qu'il n'a pas la détermination de tuer. Provoqué, Kyo lui enfonce son épée dans la poitrine. Apparemment immortel, le clone se moque simplement de sa faiblesse. Si Kyo avait seulement eu le courage et la force de riposter avant, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, il est trop tard. Son ami est mort, et il n'a pas pu protéger Ren. Kyo l'empale à plusieurs reprises avec son épée, submergé par ses émotions. Kira gît immobile au sol, mais il continue de se moquer de son rival. Les larmes coulent sur le visage de Kyo, tourmenté par l'homme qu'il déteste le plus. Kira le félicite pour sa victoire et révèle qu'il est un métamorphe, perdant lentement sa forme. C'est un monstre qui peut prendre la forme de ce que son adversaire craint le plus. Parmi toutes les bêtes que Kyo a combattues, il est le plus fort, capable de puiser dans les souvenirs, les émotions et les pensées. À ce moment, il voit que la peur de Kyo a trouvé une nouvelle cible. C'est alors qu'il prend l'apparence de Kyo, révélant que ce que Kyo craint le plus maintenant, c'est lui-même et ce qu'il est devenu. Comme par hasard, le système déclare qu'il a débloqué avec succès.
Les compétences de la volonté du Seigneur Démon. Teja le félicite d'avoir vaincu la dernière volonté, mais Kyo reste perturbé. Il tremble de peur en réalisant que plus il devient fort, plus il se perd et commence à sombrer. Théa le serre dans ses bras par derrière et lui dit que tout le monde hésite lorsqu'il manie un nouveau pouvoir. Le plus important est qu'il sache se contrôler et rester fidèle à ses objectifs. Kyo se détend à ces mots et regarde Théa ouvrir un portail vers le monde originel. Il réalise qu'il doit juste s'assurer d'utiliser son pouvoir pour sauver les personnes importantes pour lui. Kira n'a utilisé son pouvoir que pour lui-même, mais Kyo jure à la mémoire de Ren qu'il utilisera sa force pour défendre ceux qui cherchent de l'aide. Ils sont transportés de retour aux mines où Riku le voit debout, à côté de Teza. L'homme tient un esclave inconscient après l'avoir battu. En voyant Kyo avec une fille, Riku sourit et remarque qu'il a l'audace de s'amuser malgré son statut d'esclave. Il déclare que Kyo a besoin d'une leçon. Teza exhorte son maître à ignorer l'homme pour l'instant, car ils ont encore des choses à faire. Bien que malmené, Tatsuo s'excuse auprès de Kyo de l'avoir frappé plus tôt et dit qu'il est l'un de ses vrais amis. Admettant qu'il n'avait peur que de la punition, Kyo décide de tester le pouvoir du Seigneur Démon qu'il a acquis. Feisha est d'accord et lui dit qu'il devrait profiter de son nouveau pouvoir. Il lève la main et commence à concentrer son pouvoir dans sa paume. Kyo et Ren sont dans la salle de classe, regardant par une fenêtre. Kyo se demande pourquoi Ren aiderait quelqu'un comme lui sans aucun bénéfice. Ren répond qu'il n'aide pas parce qu'il veut quelque chose en retour. Il le fait parce qu'il ne supporte pas de voir l'injustice. Il ajoute que quelqu'un avec un bon cœur ne mérite pas d'être rabaissé. Il dit à Kyo qu'il devrait garder la tête haute, car il est plus fort qu'il ne le pense. De retour au présent, Kyo se souvient de ces mots. Il jure de sauver tous ses amis en voyant Riku traîner Tatsuo. Riku regarde Kyo et dit que son visage le met en colère. Il prend un détonateur et dit que si quelqu'un le défie, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et les colliers exploseront. Il rit, ivre à l'idée de pouvoir mettre fin à une vie d'un simple doigt. C'est de courte durée, cependant, car Kyo arrache facilement le collier à Tatsuo. Riku est stupéfait quand ses deux compagnons arrivent et se demande ce qui se passe. Il demande ensuite un scanner de niveau. Il regarde ce qu'il indique et est choqué, car il croyait que Kyo n'était qu'au niveau 5. Le cadran tourne rapidement, et l'appareil finit par exploser, incapable de lire un niveau aussi élevé. Les amis de Riku rient, pensant que cela signifie que Kyo est trop faible pour être enregistré. Teja sourit et dit qu'un jouet aussi bon marché ne peut pas mesurer le pouvoir du Seigneur. Kyo commence à briller en disant qu'il va les utiliser pour tester ses compétences. Il active la capacité marcheur des abysses et fonce droit sur ses adversaires. Il attrape les compagnons de Riku et leur fracasse la tête contre le sol. Riku et Tatsuo sont tous deux sidérés. Le propriétaire d'esclaves dit qu'ils étaient tous deux au-dessus du niveau 40. Il regarde ensuite Kyo avec colère et dit qu'il va le déchirer. Le jeune homme fait semblant d'avoir peur, mais lance ensuite Trou Noir. Cela commence à aspirer Riku. Son arme lui est arrachée des mains. Kyo dit qu'il va confisquer ça. Le visage de Riku est maintenant rempli de peur alors qu'il demande à Kyo ce qu'il est. Le jeune homme répond qu'il est simplement le solitaire dont ils se moquaient tous. La peur envahit Riku et il commence à s'enfuir. Kyo s'occupe ensuite de Tatsu, blessé, qui lui demande comment il est devenu si fort. Teja apparaît soudainement, furieuse parce que Tatsu a parlé à son seigneur si familièrement. Kyo dit que c'est bon et demande ensuite à son ami s'il veut se venger d'eux. Tatsu dit oui, mais n'a aucune idée de comment. Kyo invoque toutes les armes qu'il possède et demande à son ami de les distribuer à tous les autres esclaves. Tatsu remarque qu'elles sont toutes de haut niveau. Kyo explique ensuite qu'il les a ajustées pour que n'importe qui puisse les utiliser. Il jure de retirer tous les colliers, puis tend une lame à Tatsuo. Quelque temps plus tard, un garde dans la salle vidéo déclare qu'il y a une urgence et que des renforts sont nécessaires. Une voix à la radio demande ce qui se passe, et Riku crie qu'il y a une révolte d'esclaves. Nous voyons tous les prisonniers battre les geôliers avec leurs armes éveillées nouvellement acquises. Ils se précipitent ensuite vers la sortie. Riku est sur leur chemin, mais il crie immédiatement de peur en voyant le groupe fondre sur lui. Dans la salle vidéo, les gardes tremblent également. Les esclaves continuent leur évasion passionnée, tuant tout le monde sur leur passage. Kyo les observe de derrière tandis que Tatsuo lui dit qu'ils peuvent s'en occuper. Il ajoute qu'il organisera une armée rebelle avec le peuple afin de combattre l'Empire. Il regarde ensuite Kyo droit dans les yeux et dit qu'il est leur rayon d'espoir. Kyo est surpris un instant, puis il tient compte de leurs paroles pour se dépêcher de monter. Lui et Teza se mettent alors à courir, se dirigeant dans l'autre direction. Il souhaite bonne chance à ses compagnons, puis arrive au trou dans le mur. Il continue d'avancer, mais n'arrive toujours pas à accepter d'être perçu comme une lueur d'espoir.
Il se souvient être resté sans rien faire pendant que son ami se faisait intimider. Des larmes commencent à monter à ses yeux alors qu'il réalise que, pour la première fois, quelqu'un attend quelque chose de lui. Cette pensée le remplit de passion alors qu'il bondit dans les airs. Le vent lui fouette le visage et il a l'impression de pouvoir tout faire. Pendant ce temps, dans une grande salle du trône, Kira entend les rapports sur la révolte des esclaves. Il ordonne à Karen d'appeler les 4 sages. Elle sourit et devine que cela signifie qu'un réceptacle compatible est apparu. Elle demande ensuite si Kira est fou, mais il répond que non, il est en fait heureux. Pensant que ce serait un bon moyen de passer le temps. Dans la salle de conférence impériale du château de Nicole, Kira tient une réunion avec les 4 sages. Il informe rapidement tout le monde de l'état du successeur du Seigneur Démon. Il dit qu'ils sont sûrement conscients des implications. Si la nouvelle que la volonté du Seigneur Démon a été volée se répand, ce serait une honte pour les citoyens. Il demande ensuite à Kedo comment avance la recherche du successeur. Kedo répond qu'il a déployé des drones de surveillance magique à travers l'Empire, mais qu'il ne peut toujours pas le localiser car l'image qu'il a est trop floue. Kira n'est clairement pas satisfait de cette réponse, et Kedo commence à transpirer. Kira dit ensuite à tout le monde qu'il n'est pas intéressé par des rapports improvisés. Il veut des résultats concrets la prochaine fois qu'ils se réuniront. Il sourit et dit qu'il compte sur eux, tandis que nous voyons les 4 sages l'air inquiets. Ailleurs, nous voyons un quartier pauvre rempli de logements délabrés. Une silhouette encapuchonnée marche dans la rue et voit tous les gens appauvris. Une voix l'informe que c'est Rotown, la ville du plus bas échelon. C'est un dépotoir pour ceux qui ne sont pas bénis par le pouvoir ou la richesse, quelle que soit leur race. L'Empire les opprime tous. Un oiseau se pose alors sur l'épaule de Kyo, le surprenant. C'est Asia, qui dit qu'elle se ferait trop remarquer sous sa forme démoniaque. Impressionnée qu'elle puisse se transformer, Kyo la regarde ajouter qu'elle peut prendre la forme de la plupart des créatures. Il demande ensuite quelle est la prochaine étape. Elle dit que peu importe à quel point il est transcendant, le pouvoir de l'Empire de Nickel est toujours immense. Pour combattre le roi héros, ils doivent se dépêcher de libérer les 4 rois célestes qui sont actuellement emprisonnés par les 4 parangons de l'armée du héros. Kyo n'en a jamais entendu parler. Alors Tesa explique que ce sont 4 individus puissants comme elle qui servent le Seigneur Démon. Ils ont été rassemblés de 4 races différentes et, utilisant le pouvoir de la volonté obtenue par cette alliance, ils ont semé le chaos pendant la guerre. Contre l'armée du héros, cependant, après la défaite du Seigneur Démon, ils ont perdu le pouvoir de la volonté et ont été réduits en esclavage. Les 4 parangons sous le roi héros gouvernent chacun l'une des 4 zones de Nicole, et des multitudes souffrent sous leur règne. Kyo voit maintenant ce qu'il doit faire. Tesia ajoute qu'en formant une alliance, les 4 rois peuvent retrouver le pouvoir de la volonté. Kyo voit la sagesse dans ce plan, avoir plus d'alliés sera utile. S'ils souffrent, alors il doit les aider. Personne ne devrait être asservi. Teja est heureuse d'entendre cela et voit qu'il est en effet un vaisseau digne de régner sur les démons. Il se dirige ensuite pour secourir le premier des 4 rois célestes. Un grand colisée se dresse dans la ville, rempli de spectateurs en liesse. Un présentateur annonce que les Jeux des morts-vivants commencent aujourd'hui et demande au propriétaire d'annoncer le premier affrontement. Une silhouette vêtue de blanc désigne 2 individus, et le match est confirmé. Les combattants entrent sur le ring. Dans le coin rouge se trouve le héros des kobolds, Riga. Dans le coin bleu se trouve le char d'abattage borgne, Psyché. Une cloche sonne et le match à mort commence. Les 2 combattants se chargent mutuellement tandis que Kyo observe, se demandant ce qui se passe. Asia, maintenant sous la forme d'une souris, dit que l'arène est dirigée par l'un des 4 parangons. Ici, les démons sont forcés de se battre et les gens parient de l'argent. Elle appelle cela une installation de divertissement dégoûtante pour des humains laids. Kyo est triste d'entendre cela, mais il demande soudain pourquoi il est aussi dans la cage avec les autres participants. Teja explique qu'entrer en tant que concurrent est le moyen le plus simple d'infiltrer l'endroit. Il regarde ensuite le combat et réalise que son rival n'a pas changé du tout. À l'époque où il était étudiant, Kaji forçait les étudiants faibles à se battre pour se divertir, riant de manière démoniaque tout en transformant les autres en spectacle. De retour dans l'arène, Kyo lève les yeux et voit que Kaji est toujours le même. Le présentateur entre dans l'arène et attire l'attention de la foule sur le membre des 4 parangons. Kaji dit que les 2 combattants ont montré un grand esprit et qu'il est satisfait. Teja murmure que la partie vraiment dégoûtante va maintenant commencer. Ryuga tranche le bras de son adversaire et enfonce son épée dans le corps de Seki, le tuant. Seki tombe au sol à la fin du match, mais Kaji n'est pas content. Il dit qu'il veut voir plus d'esprit combatif et active sa compétence, ordonnant au corps mort de l'exciter davantage. Il lance Ascension cadavérique, et l'œil de Seki s'ouvre tandis que son cœur bat à nouveau. Il se relève, ressuscité.
Teja explique qu'ils se battent jusqu'à ce que leurs membres soient arrachés et qu'ils ne puissent plus tenir debout. C'est la règle de la nécropole royale. Kyo est choqué de voir une compétence qui ressuscite les morts. Ryuga ne veut plus blesser personne, tandis que Seki pleure en disant qu'il ne veut plus se battre. Mais il ne peut pas résister au pouvoir de Kaji et attaque quand même. Kyo n'est que trop familier avec la douleur d'être ressuscité après la mort. Il décide qu'il ne peut plus regarder et va aider. Teja essaie de l'arrêter, disant que libérer les 4 rois célestes est la priorité absolue. Kyo rétorque qu'ils n'ont pas le temps. Et ne savent même pas où se trouvent les 4 rois. Un ORC assis dans le coin prend alors la parole. Il demande s'il pourrait parler plus doucement, puis demande à Teja pourquoi elle est venue ici après tout ce temps. Alors que nous voyons qu'il est le roi ORC Ogu, l'un des 4 rois célestes. Teja présente Ogu à Kyo comme l'un des 4 rois célestes. Elle reprend sa forme humanoïde pour s'agenouiller devant le roi orc. Elle déclare être venue solliciter son aide pour libérer les démons capturés et vaincre le roi héros. Elle lui demande de sceller un pacte avec le seigneur démon et de combattre à leur côté contre l'Empire. Auguste lui dit que cela ne sert à rien, car les combattre à nouveau signifie tout perdre. Encore une fois, il regrette tout ce qui lui est arrivé depuis la victoire de l'armée du héros. Il se souvient comment les humains ont brûlé leur village et massacré de nombreux orques sans pitié, tout en pillant tout ce qui avait de la valeur. Il a vu comment ils ont brûlé sa femme et son enfant juste devant lui. La vision de leur corps réduit en cendres est encore vive dans son esprit. Il se souvient ensuite comment ils ont été forcés de s'entretuer dans l'arène. Il lui est douloureux de dire qu'il a tué nombre de ses camarades à plusieurs reprises. Il se juge inapte à être roi, car il n'a pu protéger personne et a tout perdu. Il dit avoir rêvé de révolte tant de fois, mais il n'avait aucun pouvoir sans la volonté du seigneur démon. Il encourage Tazia à regarder autour d'elle pour voir que tous ceux qui sont piégés ici ont déjà perdu espoir. Il dit à Teza qu'elle ne peut absolument pas comprendre ce qu'ils ont traversé. Il hurle qu'elle ne peut pas comprendre leur rage et leur ressentiment envers ceux qui leur ont tout pris. Il pense aussi que c'est trop lui demander de se battre, alors qu'ils n'ont même pas de seigneur démon. Kyo lève nerveusement la main et se présente comme le nouveau seigneur démon. Ogu ne le croit pas et le traite de bâton parlant, ce qui blesse la fierté de Kyo. Teja dit à Ogu de ne pas être impoli, car il parle au véritable successeur de la volonté du seigneur démon. Ogu n'en revenait pas, alors il fixa le visage de l'homme et lui toucha la joue. Il demande aussi pourquoi un humain comme lui ne semble pas avoir peur de lui. Kyo répond qu'après avoir entendu son histoire, il a réalisé que les démons ont aussi des familles et croit maintenant que les humains et les démons ne sont pas si différents. Il dit à Ogu qu'il pense qu'il est une âme bienveillante. Ogu se souvient comment les humains fuyaient et craignaient les orques chaque fois qu'ils apparaissaient dans leur ville, comment ils les battaient et voulaient qu'ils meurent juste pour exister dans leur espace. Ogu est intrigué que ce soit la première fois qu'un humain n'ait pas peur de lui. Pendant ce temps, le match à l'extérieur de la cellule s'est déjà terminé avec l'un des combattants en morceaux. La foule est en délire devant cette scène brutale. D'autre part, le guerrier victorieux est en larmes pour avoir tué son ami. Kaji est sur son trône et annonce à la foule que le prochain match opposera Ogu au nouveau venu, à mort. L'écran montre Ogu et une image censurée du visage de Kyo, tandis que l'annonceur annonce le prochain match à mort. Ogu est choqué, mais Kyo est plus agacé d'être sous les feux de la rampe. Oji voit à quel point Kyo semble insouciant, et essaie de lui faire comprendre que leur combat ne se terminera pas, même mort et démembré. Feisha dit au roi orc qu'il n'a rien à craindre. Ogu sort du coin rouge et est présenté par l'annonceur comme le champion invaincu. Kyo sort du coin bleu et est annoncé comme le nouveau venu. Les deux combattants se dirigent vers le centre du ring et se regardent. Kaji est excité que la brutalité soit certaine. Il exhorte les deux combattants à leur offrir du spectacle. Ogu est toujours mal à l'aise de devoir affronter Kyo, mais l'homme lui dit calmement que tout ira bien. Kyo retire sa capuche, montrant à la foule son apparence. Kaji est choqué de voir Kyo. Kyo brille d'une énergie sombre et dit à Ogu que la première chose qu'il fera est de réduire l'arène en miettes. Il pose sa main sur le sol, ce qui fait craquer tout le terrain en morceaux. Auguste est choqué qu'il possède un tel pouvoir. La foule s'enfuit pour sauver sa vie, tandis que les débris de l'arène pleuvent sur eux. Pendant ce temps, Kaji est galvanisé de voir que Kyo est l'élu qui possède la volonté du seigneur démon. L'attaque se termine, laissant une arène remplie de fissures, comme si elle était à un coup de se briser en morceaux. Kyo dit à Teja qu'il n'a utilisé qu'un peu plus de la moitié de son pouvoir, car il y a des civils aux alentours. Les orques fixent Kyo, croyant qu'il est vraiment le seigneur démon. Kage s'approche de Kyo avec un esprit combatif excité. Il dit à Kyo qu'il va le tuer. Le prêtre active sa compétence ultime et d'innombrables cadavres s'élèvent du sol. Des zombies ressuscités derrière Kaji, son armée de morts vivants. Dans un flashback, Kyo se souvient du moment où Nikano l'a frappé violemment.
Dans leur salle de classe, il s'est écrasé au sol, la douleur se propageant tandis que les élèves réagissaient bruyamment. Bien que visiblement nerveux, Nakano a exhorté Kyo à ne pas abandonner. Pendant ce temps, Kaji a déclaré que ce n'était pas la limite de la force de Kyo. Le poussant à se relever, les élèves ont rugi, exigeant qu'il se remette sur pied. Kyo luttait sur le sol, se forçant à bouger malgré les blessures. Alors que Kaji l'exhortait à endurer et à montrer son vrai courage, il lui a dit d'enflammer la foule. L'annonceur le présente comme l'un des 4 champions de l'Empire de Nicole. Un affrontement est révélé entre Kaji et Kyo, décrit comme une mystérieuse recrue. Provoquant de vives réactions de la part du public, Kyo est nommé, son expression calme mais concentrée. L'annonceur spécule sur son destin dans ce duel jusqu'à ce qu'un gong retentisse. Il déclare officiellement que le match à mort a commencé. Kaji fait un geste en avant, ordonnant que la bataille continue. Des créatures mortes vivantes déferlent dans l'arène, inondant le champ de bataille. Kyo avance avec Ogu derrière lui, tous deux alertes. Les morts-vivants crient d'agonie, implorant la libération même dans la mort. Kyo réalise que ces zombies étaient autrefois des victimes de l'arène. Il observe que les morts-vivants sont forcés de se battre. Son expression se crispe alors que le doute s'insinue dans son esprit. Les morts-vivants chargent vers lui de toutes directions. Soudain, la lame d'Auguste jaillit au-dessus de la tête de Kyo, alors qu'il commente que pour un roi démon, il est bien trop gentil. Auguste continue d'attaquer en infligeant une défaite rapide aux zombies, leur offrant la miséricorde. Il se tourne ensuite vers Kyo, lui demandant son avis en tant que futur roi démon. Kyo hésite, sa résolution vacillant un instant. Soudain, Kaji se moque d'Auguste en louant la brutalité du combat. Il exige que les zombies leur offrent un spectacle jusqu'à leur dernier souffle. Teja observe en notant silencieusement que la compétence de Kaji ressuscite de force les morts en morts-vivants agités. Cependant, elle déclare que rien de cette ampleur n'a jamais été vu auparavant. Ogre s'adresse soudainement à Kyo et lui demande d'éliminer Kaji. Il défie Kyo de prouver qu'il est le roi démon en battant le propriétaire de l'arène. Le chef des orques prépare son arme, s'avançant agressivement. Auguste déclare qu'il s'occupera personnellement des morts-vivants. Il déchaîne une puissante attaque enflammée, submergeant les ennemis sur son passage. Kyo observe sous le choc, réalisant qu'ils seront inarrêtables si Auguste les rejoint. Il remercie l'ORC et charge de toutes ses forces. Kaji sourit, impatient de régler le combat de front. Kyo se déplace à une vitesse incroyable, excitant le maître du jeu Kajiri, notant la rapidité de Kyo mais la rejetant. Il esquive en lui disant que la vitesse seule ne suffit pas, le critiquant pour se battre trop directement. Kaji contre-attaque en lui assénant un coup dévastateur, projetant Kyo au loin. Kaji nargue Kyo, se demandant s'il est devenu plus faible. Il enlève sa chemise pour montrer son corps et déclare qu'un champion national comme lui ne peut jamais être battu, se vantant d'être le plus fort parmi les 4 champions malgré son statut de moine. Kyo se stabilise, couvert par la fumée. L'expression de Kage se durcit après l'avoir vu récupérer. Kyo se relève sans une égratignure et remarque que la prochaine fois, il esquivera. Kage rit avec confiance, surpris que Kyo soit toujours debout après avoir encaissé un coup direct. Il sourit, appréciant clairement la situation alors que l'excitation de la foule grandit. Kyo se prépare alors que Kaji s'élance avec un élan et une excitation écrasante. Kaji délivre une rafale de coups de poing sans hésitation, visant à vaincre le nouveau roi démon. Il croit que si Kyo tombe ici, Kira et les 4 seront en feu. Après qu'une aura sombre plane, étourdissant instantanément Kaji, une fenêtre système apparaît soudainement, signalant l'activation d'une compétence de l'avatar sombre, clone d'ombre. Kaji réalise soudainement que la silhouette qui l'a frappé n'était qu'un clone. Kyo apparaît derrière lui, se moquant que la seule chose qui surchauffe est la façon de penser de Kaji. Ogu loue Kyo, criant son nom avec excitation. Un autre zombie crie en frappant Ogu par derrière, mais des renforts arrivent et abattent le zombie entrant d'un seul mouvement net. Ogu se fige, stupéfait par la présence écrasante. Son escouade se rassemble, déclarant qu'ils se battront aux côtés de leur chef. Ogu sourit avec confiance, criant que c'est le moment de défendre leur fierté. Les guerriers chargent, affrontant plusieurs zombies à la fois. Pendant ce temps, Kaji hurle de frustration. Alors qu'il attrape Kyo et lui demande de se battre loyalement, soudain un zombie attrape le pied de Kyo depuis le sol. Sans avertissement, il crie avec colère, se demandant comment cela peut être considéré comme juste alors que Kaji Zombie vient de l'attraper. Kaji marmonne entre ses dents, préparant une autre frappe puissante. Il explose d'effort, déchaînant une rafale de coups alimentés par une force brute.
Kyo dévie calmement les attaques, lisant chaque mouvement. Les yeux de Kyo s'écarquillèrent, réalisant l'écart entre eux. La présence démoniaque de Kyo se manifeste, se moquant de Kaji pour sa faiblesse. Kaji s'élance enragé, criant de désespoir, mais Kyo lève la main et déclare que c'est enfin son tour. Une notification système apparaît, annonçant l'activation de la compétence ultime de Kyo, la voûte du boucher abyssal. Kaji se moque de Kyo, le raillant comme faible et indigne de se tenir dans l'arène. Kyo émet un étrange commandement, déployant une structure scellée. Un cube transparent se forme autour de Kaji, le piégeant à l'intérieur. Sans avertissement, il panique, frappant la barrière tandis qu'une lumière violette vacille autour de son corps. Kaji suppose que ce n'est qu'un sale tour et essaie de s'échapper de force. Kaji lance un coup de poing, mais l'obscurité environnante absorbe son mouvement. Instantanément, le cube se scelle complètement alors que l'espace autour de lui s'effondre dans le silence. L'annonceur réalise que Kaji a été enfermé dans une mystérieuse boîte noire. À l'intérieur, Kaji peine à sentir quoi que ce soit et se demande où il est jusqu'à ce que la voix calme de Kyo explique que seule sa voix peut l'atteindre maintenant et que sa compétence de nécromancien a été désactivée. Hors de la boîte, le chaos cesse alors que les zombies tombent à travers l'arène. Kyo déclare calmement qu'il lui rend ses propres mots. Un souvenir silencieux lui traverse l'esprit, celui où Kaji lui disait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La sueur coule sur le visage de Kaji alors que la peur s'installe enfin. Il crie pour être libéré, exigeant un combat équitable. Les pensées de Kaji s'emballent alors qu'il réalise qu'il pourrait réellement perdre la vie ici. La panique l'envahit tandis qu'il cherche désespérément une issue. Auguste se souvient à quel point Kaji a été facilement vaincu il y a quelques instants. Soudain, Kyo demande leur aide et déclare que tout le monde doit concentrer ses attaques sur le cercueil du bourreau. Son regard sinistre s'affiche tandis qu'il explique que le pouvoir va commencer à s'accumuler. Alors que les dégâts sont redirigés vers la prison de Kaji, Auguste observe en silence. Visiblement secoué, il se souvient de la cruauté passée de Kaji, qui leur avait dit que leur race n'avait aucun droit à la vie. Kaji avait saisi la tête d'Auguste et déclaré que leur seule valeur résidait dans le combat. Avec un sourire froid, Kaji avait annoncé qu'ils devaient risquer leur vie pour divertir la foule. Alors qu'Augu revient au moment présent, il rallie ses guerriers et déclare que c'est leur chance de vengeance. Augu remercie Kyo alors qu'il charge, frappant la boîte noire ensemble. L'annonceur note que les guerriers déversent des attaques sans arrêt de tous les côtés. Augu déchaîne une technique secrète alors qu'un coup puissant s'abat. Une technique de hache dévastatrice. L'attaque atterrit directement sur la boîte scellée, fendant le sol avec une force écrasante et secouant l'arène. Kyo observe calmement, impressionné par la puissance libérée. Il s'approche, se préparant à mettre fin au combat lui-même. L'énergie sombre s'accumule alors que sa compétence commence à s'activer. Le système annonce une compétence de forge alors qu'une arme sombre prend forme, libérant la lame des enfers. Il glisse jusqu'à s'arrêter, sa lame baissée, l'énergie sombre traînant toujours derrière lui après que le coup final est porté. Le temps à l'intérieur de la boîte semble distordu alors que Kage perd toute notion de durée. Kyo explique que le temps lui-même se plie dans l'espace scellé alors qu'il ordonne la libération du cercueil du bourreau. Soudain, la compétence se désactive, choquant Kage. Il réalise que Kyo prépare quelque chose de bien pire. Kage convulse alors que les dégâts accumulés se libèrent enfin. La foule regarde avec horreur la boîte s'ouvrir. Kage hurle alors que le contre-coup l'accable. Son corps s'effondre sous la force pure qu'il a été contraint d'endurer. L'annonceur déclare sous le choc la défaite de Kage par une recrue. Kaji gît immobile alors que la bataille se termine officiellement. Kaji réfléchit calmement après le combat décevant et se souvient comment il avait été intimidé par Kaji auparavant. Soudain, Augu s'agenouille et s'excuse formellement pour son manque de respect antérieur. Il reconnaît Kyo comme celui qui est digne de régner en tant que roi démon. Il répond et déclare que tuer le roi héros n'est plus une fantaisie. Augu s'agenouille et propose de former un pacte, déclarant sa détermination à combattre aux côtés de Kyo. Un étrange artefact réagit. Libérant une déferlante de lumière bleue alors que le pacte prend forme, qui observe, choqué, le pouvoir se concentrer dans sa main. Asia explique que la volonté du roi démon va maintenant couler en lui. Kyo hésite, incertain de pouvoir vraiment maîtriser ce pouvoir. Alors qu'il lève sa lame, Kyo reconnaît officiellement Augu comme le successeur de la volonté du feu. Le pacte est scellé alors que l'énergie se répand dans l'arène. Soudain, Kyo et Augu sont choqués après que Kaji rugisse de colère, tentant de se relever avec une force écrasante. Il se vante que son âme brûle toujours et que son pouvoir est loin d'être épuisé, déclarant son intention d'absorber chaque âme tombée dans l'arène en lui-même.
Le corps de Kaji gonfle alors qu'une énergie sombre déferle violemment autour de lui. Kyo et Ogu réagissent sous le choc alors que la pression s'intensifie. Un système annonce l'activation d'une compétence ultime appelée Aube sépulcrale. Une manifestation monstrueuse apparaît, dominant le champ de bataille. Kaji se regarde avec incrédulité, se demandant si c'est là son véritable pouvoir. Il explose de rage, hurlant qu'il périsse. Kyo reste concentré, notant la persistance de Kaji. Ogu s'avance, disant à Kyo de lui laisser ce combat. Des flammes s'accumulent fermement autour du poing serré d'Ogu, déclarant que le pouvoir qui déferle dans son corps est sa fierté. En tant qu'ORC, Ogu proclame qu'il a enfin récupéré ce qui lui a toujours appartenu, mais Kaji l'insulte, le traitant de créature vile et sauvage. Un système annonce que la compétence volonté du feu a été débloquée. Tésia remarque calmement que la crémation est la fin traditionnelle, tandis qu'Ogu jure de réduire Kaji en cendres. Kaji et Ogu hurlent alors que leur pouvoir éclate de manière incontrôlable. Ogu lève son arme et déchaîne les 36 enfers de la hache montagnarde. Une frappe infernale massive s'abat. Enveloppant le champ de bataille, Kaji est consumé par des flammes écrasantes alors qu'il hurle de désespoir. L'arène est engloutie par le feu, laissant la destruction dans son sillage. L'annonceur panique, déclarant que l'armée du roi démon est de retour. Les spectateurs fuient, terrifiés, alors que le chaos se répand dans les gradins. Kyo et ses alliés se tiennent au milieu des conséquences de la bataille. Kaji est montré complètement écrasé. Ogu se tient droit, des flammes brûlant encore de ses cornes. La nouvelle se répand que Kaji est mort. Kira observe, rassemblant de la lumière dans sa paume. Il réfléchit que Kyo était intéressant et fort alors qu'il pleure sa mort, le poussant à jurer vengeance et à déclarer qu'il ne pardonnera jamais à Kyo. Kira grogne de fureur, jurant de tuer Kyo de ses propres mains. Kyo se souvient des conséquences de la bataille de la nuit précédente où ils ont vaincu Kaji. Les démons furent contraints de se battre entre eux, provoquant l'effondrement de l'arène. Le conflit terminé, les survivants furent soignés au lieu d'être achevés. Ogu et les guerriers restants étaient complètement épuisés par la bataille prolongée, ils se reposèrent donc à l'intérieur de la compétence spatiale de Kyo, connue sous le nom de sanctuaire du royaume obscur. Il fut confirmé que tous étaient en sécurité, cachés dans l'espace ombragé, tandis que la nuit s'écoulait. La ville retrouve son calme sous le ciel du matin. La nouvelle de la chute d'un démon d'élite se répandit rapidement dans tout l'Empire. Le bruit courut que Kyo avait été choisi par la volonté du seigneur démon. Un avis de recherche apparaît, désignant Kyo comme cible. Dans un stand de cuisine de rue vendant des plats à base de démons, Kyo mange tranquillement en public bien qu'il soit recherché. Teiya commente qu'un seigneur démon ne craint pas la peur et devrait manger pour conserver ses forces. Kyo remarque que se battre le ventre vide est inutile. La détermination brille dans les yeux de Kyo alors qu'il s'engage à manger. Il mord dans la nourriture sans hésitation. La réaction est immédiate alors que la saveur l'envahit. Il loue ouvertement le goût délicieux, admettant n'avoir jamais rien mangé d'aussi riche ou complexe auparavant. Une perturbation soudaine interrompt le moment. Kyo se retourne et voit une bête enchaînée nommée Hippo, un habitant de la forêt des bêtes, traîner dans la rue. Les ravisseurs insultent la créature et le qualifient de répugnant, mentionnant qu'il le transporte vers un laboratoire pour des expérimentations, comme l'a ordonné Kagura. Un faible appel à l'aide vient d'Hippo, attirant l'attention de Kyo et le poussant à se lever. Il s'avance instinctivement, leur demandant poliment de laisser partir la jeune bête. L'un des ravisseurs se moque de Kyo et le menace, mais Teiya les qualifie calmement de mortels insensés tout en sirotant sa tasse de café. Un ravisseur sent soudainement le danger. La stupeur se répand alors que Kyo bouge et les attrape. En un instant, les deux ravisseurs sont mis hors de combat avant même qu'ils ne puissent réagir. Kyo se tient au-dessus d'eux tandis qu'ils s'effondrent. À proximité, les civils réagissent avec incrédulité devant la rapidité de la scène. Des passants crient d'alerter les gardes, tandis que Kyo reconnaît qu'ils ont fait une scène et demande à Hippo de quitter les lieux. Hippo est montré toujours enchaîné. Tendant faiblement la main, Kyo s'agenouille et l'examine. Le rassurant et lui demandant s'il va bien, Hippo explique qu'il a été assemblé à partir de plusieurs espèces. Remerciant Kyo de l'avoir aidé, il se présente enfin et remarque que Kyo est plutôt gentil pour un humain. La tension monte brièvement lorsque Tesa avertit Hippo de surveiller son langage. Elle se calme ensuite alors que Kyo se présente, Tesa rassurant Hippo qu'ils sont de son côté. Kyo demande pourquoi les choses ont tourné ainsi, ce qui pousse Hippo à expliquer qu'il s'est échappé d'un laboratoire où des chimères sont créées. Un flashback montre des bêtes capturées après la mort du seigneur démon. Des ailes et des pattes ont été arrachées et recousues par un cruel dresseur de bêtes humains, révélant que Kagura dirigeait l'opération. La peur se répand parmi le peuple des bêtes alors que tous tremblent face à la situation.
L'ancienne gardienne de la forêt, Lyra, s'est transformée en un être hideux. Asia reconnaît immédiatement Lyra comme l'une des 4 bêtes célestes de l'armée de leur roi démon. Dans une installation secrète, Lyra est retenue captive parmi d'autres bêtes par Kagura, une utilisatrice de marteaux de bêtes et de compétences de synthèse. Poussant Kyo à baisser la tête après avoir appris les expérimentations biologiques infligées au peuple des bêtes, Kyo refuse d'ignorer ce qui se passe et insiste pour agir immédiatement. Il demande à Hippo de montrer le chemin, mais la bête hésite, avertissant que Kyo ne peut pas vaincre Kagura directement et qu'Hippo sera immédiatement capturé s'il sort en ville. Cependant, il devrait le rassurer et proposer de voyager par les airs. Alors qu'elle se transforme en sa forme de dragon, le groupe se prépare à partir. Tandis que Tazia s'abaisse, Kyo réagit sous le choc en apprenant que Tazia peut se transformer en dragon. Il lui demande ensuite si elle peut voler. Aussi lentement que possible, Tazia se prépare au décollage, s'élançant dans les airs tandis que ses ailes s'étendent largement. Tazia accélère rapidement dans le ciel. Kyo et Hippo crient alors que la vitesse les submerge. La ville s'estompe sous eux alors qu'ils volent en avant. Hippo leur dit d'aller tout droit et avertit qu'à cette vitesse, ils arriveront trop vite. Soudain, Hippo se tourne vers Kyo et lui demande son identité après s'être rappelé comment il avait vaincu 2 humains en un instant. Kyo admet qu'il n'est pas un héros, juste quelqu'un qui n'a pas pu détourner le regard. Il explique que la souffrance, qu'elle soit humaine ou démoniaque, exige une action. Hippo se souvient avoir été sauvé il y a longtemps par quelqu'un de similaire. Il reconnaît la gentillesse de Kyo, soulagé que quelqu'un comme lui existe encore dans le monde. Teza remarque une structure familière en contrebas, ce qui pousse Hippo à reconnaître l'endroit où il a été emprisonné. La peur refait surface alors que les souvenirs reviennent. Kyo le rassure, disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et déclare qu'il s'occupera de la suite. Soudain, le visage de Kyo est repoussé alors qu'ils descendent vers le laboratoire, le poussant à se préparer en plein air. Kyo et Hippo crient alors qu'ils plongent. L'explosion déchire la structure. Fumée et débris emplissent le ciel nocturne. Kyo tousse, luttant pour récupérer. Il renforce sa détermination malgré la douleur. À l'intérieur de l'installation, des cages tapissent les murs. Le lieu confirme la cruauté qui règne dans le laboratoire, poussant le groupe à s'enfoncer plus profondément en voyant tout le monde en lambeaux. Au fond du laboratoire, Kagura sent un intrus. Il commente la rareté de quelqu'un qui arrive aussi loin. Irrité, il exige que l'interférence cesse, le poussant à ordonner à l'une de ses expériences de laboratoire d'éliminer les intrus, révélant qu'il parle à Lyra. La reine des bêtes Kyo fulmine en passant devant des cages en fer, se demandant comment on peut traiter la vie comme sans valeur tout en emprisonnant Lyra. Une bête recousue est assise silencieusement dans sa cage, son corps grossièrement fusionné. Une autre bête regarde en retour avec des yeux ternes, clairement sous contrôle. Une bête captive se débat faiblement tandis que Kyo promet de les sauver. Ils s'arrêtent, troublés, alors que le couloir s'alourdit de silence. Hippo leur dit de continuer tout droit vers le laboratoire. Kyo se raidit soudainement, sentant que quelque chose ne va pas. Un faible son résonne de l'obscurité devant eux. Arrêtant le groupe, de lourdes griffes apparaissent, raclant le sol. Lyra émerge enfin de l'obscurité. Montrant ses crocs, Lyra grogne violemment, sa présence submergeant le couloir. Hippo crie son nom sous le choc, la reconnaissant instantanément. Silencieusement, Teza l'identifie comme la fière reine des bêtes. Qualifiant cela de spectacle cruel, Kyo regarde fixement, incrédule, réalisant qui se tient devant eux. Lyra bondit avec un rugissement assourdissant, poussant Hippo à réaliser que Lyra est contrôlée par une compétence, mais qu'elle ne peut pas les entendre. Teza crie à tout le monde de reculer immédiatement, puis elle invoque une barrière de givre entre eux. Jaillissant vers le haut, la glace se répand dans le couloir, forçant Lyra à s'arrêter. Lyra brise la glace. Chargeant droit devant, Kyo intervient et encaisse le coup de plein fouet. Taja crie le nom de Kyo paniqué, tandis qu'Hippo hurle d'incrédulité. Kyo se relève avec difficulté, déclarant qu'il ne veut pas blesser Lyra et qu'il veut seulement sauver tous ceux qui sont piégés ici. Kyo s'agenouille et supplie, demandant à Lyra de lui prêter sa force. Sa voix froide répond, le traitant d'humain pathétique. Lyra grogne, rejetant l'idée de prêter son pouvoir. Elle attaque de nouveau avec une force écrasante, projetant Kyo au sol, qui endure à peine les dégâts. Kyo réalise qu'il n'a jamais ressenti une telle puissance, même au sein de la chambre de la volonté. Lyra remarque soudain que Kyo ne résiste pas du tout. Elle perçoit une puissance anormale, bien au-delà des limites physiques. Kyo réalise qu'elle ne peut pas lutter contre le contrôle. Les yeux de Lyra se durcissent alors qu'une intention meurtrière se forme. Kyo confirme qu'elle est contrôlée par une compétence,
il décide donc de couper directement les fils de contrôle. Un cercle magique s'illumine alors que sa compétence ultime s'active. Une boîte noire se manifeste tandis que Kyo ordonne à la compétence de se déployer, plaçant Lyra à l'intérieur d'un cube violet. Kyo s'élance en avant, criant que le contrôle doit prendre le dessus. Lyra est aspirée dans le sous-espace noir tandis que la boîte se scelle. Kyo explique que l'isolé annulera l'effet de la compétence et déclare que le contrôle sera neutralisé. Kyo libere la competence, purifiant Lyra instantanément. Les yeux de Lyra s'aiguisent à mesure que sa conscience revient. Hippo crie son nom paniqué alors qu'elle tombe au sol. Kyo et les autres la regardent attentivement tandis que Lyra ouvre lentement les yeux. Phégia parle calmement, lui disant que ça fait longtemps. Lyra la reconnaît et demande pourquoi elle est ici. Kyo déclare qu'ils sont venus pour sauver tout le monde. Piégée dans l'installation, elle confirme que le contrôle du dresseur de bêtes est brisé. Citant le témoignage d'Hippo, Lyra écoute en silence et dit que c'est comme se réveiller d'un long cauchemar. Un flashback montre la forêt de la tribu des bêtes ravagée par l'Empire Nicole. Lyra se souvient d'avoir perdu son pouvoir et avoir été incapable de riposter, alors que ceux qu'elle avait juré de protéger étaient emmenés. Elle se souvient que tout le monde est tombé entre les mains de Kagwa. Lyra se rappelle Kagwa souriant cruellement, tandis que ses camarades étaient mis en pièces. Enchaînée et impuissante, elle ne pouvait que regarder. Des souvenirs superposés montrent sa rage, alors qu'elle se demande quel genre de seigneur échoue à protéger ne serait-ce qu'une seule chose et les défis de la tuer à la place. Kyo déclare calmement qu'ils reprendront tout. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire qu'une vraie reine meure. Lyra demande si on s'attend à ce qu'elle fasse confiance aux humains et exige de savoir qui est vraiment Kyo. Sans hésitation, il se présente comme le prochain seigneur démon. Une explosion soudaine prend tout le monde au dépourvu. Alors qu'il s'avance, Lyra et les autres réagissent sous le choc. Une voix familière les salue nonchalamment, disant que ça fait longtemps. Kagwa apparaît enfin et salue Kyo. Ce dernier répète le nom de Kagwa avec une colère contenue. Kagwa réfléchit au fait de s'être retenu pendant que Kira et les autres s'amusaient. Il déclare qu'un jour, il veut aussi disséquer Kyo. Il entre en scène, attirant l'attention de tous. Kagura remarque que le timing ne pourrait être plus parfait et annonce que sa recherche ultime est terminée. Il explique que l'expérience implique la fusion de formes de vie en utilisant la compétence de synthèse. Une structure massive pulse. Il l'appelle la forme de vie ultime, celle qu'il a toujours rêvé de créer. Le sol tremble alors que quelque chose d'énorme commence à s'élever. Kagura se vante d'avoir combiné les forces de chaque bête sans en rejeter le moindre trait. Kyo lève les yeux, incrédule, devant la taille colossale de la créature. Un plan large montre Kyo et les autres nains face au monstre. Kagwa proclame que c'est la vie la plus forte jamais née et leur ordonne de contempler son corps. Il nomme la créature Akado, qui ouvre sa gueule, la salive dégoulinant tandis qu'elle rugit. Le choc se répand parmi Kyo et les autres alors qu'ils sentent sa présence. Lyra révèle que même les autres seigneurs de la forêt ont été absorbés. Kagwa déclare qu'il chasse maintenant et admet qu'il avait prévu d'utiliser les bêtes et les humains survivants comme nouveau matériel de test. Il leur ordonne de ne pas se mettre en travers de son chemin. Kyo tend la main instinctivement, lui criant d'arrêter. Akado avance, chaque pas faisant trembler le sol. Teja admet qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi massif que ce monstre. Lara prévient que les bêtes de la forêt sont en danger et qu'au-delà de Rotown se trouve la prochaine cible. Soudain, Ogu apparaît et Kyo lui demande s'il va se battre avec eux. Sa forme imposante se manifeste alors qu'il répond que l'appel de Kyo est venu plus tôt que prévu. Lyra est choquée de voir Ogu et lui demande s'il s'est rangé du côté des humains. Kyo leur dit de garder les retrouvailles pour plus tard et prévient que d'innombrables vies seront perdues si Kagwa n'est pas arrêté. Hippo insiste sur le fait que même Kyo ne peut pas gérer cette chose. Kyo répond calmement que tout va bien et révèle sa véritable identité de seigneur démon. Ce qui pousse Lyra et Hippo à réagir avec une incrédulité stupéfaite. Kyo appelle Lyra par son nom et, en tant que seigneur démon, lui demande une fois de plus sa réponse. Il tend la main et lui demande de le rejoindre dans un pacte et de se battre à ses côtés. Dans un flashback, il est révélé que Kagura a été complètement absorbé par la vie elle-même. Pour lui, la vie n'était rien de plus que des jouets destinés à être manipulés et modifiés. Il serra une paire de ciseaux, souriant tandis qu'une curiosité tordue emplissait ses yeux. Actuellement, les bêtes tentent de s'échapper, la peur au ventre dans la forêt, consciente du danger qui approche. Ikato monte la garde alors que la forêt devient tendue, enchaînant les pauvres bêtes qui luttent pour se libérer de ses entraves. Les civils lèvent les yeux alors qu'une silhouette imposante apparaît au-delà du village. Kagwa est assis au sommet d'Ikato et se révèle, dominant la ville. Son rire sinistre résonne alors qu'il écarte les bras avec délice,
appelant fièrement Ekado sa plus grande création. Soudain, l'artefact lumineux se forme alors que l'énergie se rassemble dans la paume de Kyo. Il déclare son autorité en tant que volonté de la forêt elle-même et jure un pacte liant le pouvoir devant lui. Lyra grogne en exprimant son hésitation, le traitant silencieusement de pas mieux qu'une bête enchaînée. Lyra déploie ses ailes, lançant un avertissement mortel. Si Kyo ne tue pas Kagura, elle jure de lui arracher la gorge s'il échoue. Kyo ressent la pression écrasante, mais force un sourire contraint. Soudain, Hippo décide de rester en arrière pour sauver tous ceux qui sont piégés dans le laboratoire, criant et suppliant Kyo de ne pas mourir. La lune est haute alors que Kyo sourit et se prépare à agir. Il bondit en avant, criant qu'ils vont abattre Kaguya eux-mêmes. Il demande à Ogut et Teza d'arrêter les mouvements du monstre pendant que lui et Lyra frapperont Kaguya d'en haut. Ses alliés répondent instantanément, criant leur accord. Lyra appelle la forêt à lui prêter sa force. Une énergie verte jaillit, tandis que ses ailes battent violemment. La volonté de la forêt est libérée. Un rugissement massif se propage à travers la terre, secouant arbres et sol. Le chemin de la bête se tord à mesure que le pouvoir s'installe. Kyo charge en avant, montrant clairement qu'il n'a pas accepté ces conditions. Kagura claque sa langue, agacé par l'interférence. Akito repousse l'attaque entrante d'une contre-attaque brutale. Kyo et Lyra sont projetés en arrière. Réagissant à peine à temps, Ogut et Teza se précipitent, poussant l'ORC à déchaîner ses flammes pour stopper les mouvements du monstre. Teza crie de viser les jambes de l'ennemi. Un anneau de feu ardent se forme alors qu'une technique dévastatrice est libérée, tandis que la glace jaillit pour contrer les flammes. Le feu et le givre s'entrechoquent violemment contre le corps du monstre, laissant Kagura sous le choc. Alors que l'affrontement se déroule, Akito charge en avant. Les crocs découverts, les yeux du monstre s'illuminent alors qu'il prépare une autre attaque. Le monstre à 3 têtes projette du feu simultanément vers ses assaillants, poussant Teza et Ogut à réagir avec alarme. Une explosion aveuglante engloutit le champ de bataille alors que la grande purge est déclenchée. L'explosion déchire la forêt avec un rugissement assourdissant. Un faisceau de lumière traverse la fumée d'en haut. Akito absorbe l'énergie, tremblant sous l'effort. Kagura rit follement, déclarant que personne ne peut les arrêter maintenant. Soudain, Kyo apparaît par derrière et remercie ses alliés d'avoir distrait leurs ennemis. Kagura tourne les yeux, voyant Kyo lever le bras alors qu'il se prépare à frapper. Lyra sourit avec confiance alors qu'il verrouille leur cible, et Kyo active sa compétence ultime. Kagura panique et se demande ce que Kyo prépare, tandis que Teza et Ogut laissent le reste à Kyo. L'œil de Kyo s'aiguise alors qu'une puissance sombre se rassemble, signalant son intention d'agir. Un vortex noir se forme devant lui, tirant violemment tout ce qui se trouve à proximité. Ikado se débat alors que l'aspiration le tire en avant, incapable de résister. Le choc se lit sur le visage de Kagura alors qu'Ikado est visiblement aspiré. Kyo serre le poing et intensifie l'attraction, déclarant l'écrasement. Ikado rugit de douleur alors que la pression déchire son corps. Le vortex gonfle et se déforme, devenant plus dense et plus instable à mesure que l'éclipse dévorante des ténèbres s'installe. Lyra regarde avec incrédulité, réalisant que ce pouvoir appartient au Seigneur démon. Elle s'élance, ses ailes battant fort tandis que Kyo se stabilise. Kyo remarque qu'ils ont à peine réussi à neutraliser la menace et demande où est Kaguya. Lyra demande soudainement combien de temps il compte rester sur son dos, poussant Kyo à s'excuser et à admettre sa faute pour la destruction de sa forêt. La silhouette ombragée de Kaguya apparaît devant, révélant que le combat n'est pas encore terminé. La fumée se dissipe, montrant le corps blessé de Kaguya et révélant qu'il a emprunté quelques parties quelques instants avant qu'Akito ne disparaisse. Il réapparaît sous une forme différente et active sa propre compétence ultime avec fureur. Kagura est furieux et jure qu'il ne leur pardonnera jamais. Lyra atterrit entre lui et Kyo. Déclarant qu'elle n'a pas non plus l'intention de pardonner, elle appelle Kyo et ordonne aux humains de rester en arrière. Alors qu'elle revendique le combat, Kyo observe en silence, comprenant sa détermination. Kagura crie à tout le monde de bouger. Alors que le sol tremble, Kagura déchaîne un coup descendant massif, visant à tous les anéantir. Il fonce droit devant, jurant de déchiqueter Lyra. Leurs attaques s'entrechoquent dans un éclair de force aveuglant. Alors que Kaguya déclare qu'il n'existe que pour servir de matériel à sa recherche, il rit follement, se préparant à les disséquer et leur ordonnant de céder. Lyra rugit que peu importe le nombre de blessures ou de vies prises, leur fierté ne tombera jamais. Elle active la volonté de la forêt, faisant appel à son pouvoir. Kagura recule sous le choc alors qu'une énergie verte le lie et le dévore. Il hurle de confusion alors que la forêt elle-même se retourne contre lui.
Son cri résonne alors que l'attaque submerge son corps, stupéfiant Kyo qui observe la bataille se dérouler. Kaguya hurle à l'aide alors que sa force s'effondre enfin. Son corps est déchiré vers le haut, impuissant face à la force qui le retient. La lumière se répand alors que l'arbre-monde se manifeste, unissant le ciel et la terre. Les bêtes observent avec admiration, l'appelant le dieu chien. Les yeux d'Hippo se remplissent de larmes alors qu'ils réalisent que c'est vraiment revenu. L'arbre-monde les domine, ses racines brillant de vie. Lyra admet que sa haine pour les humains brûle toujours, mais son devoir demeure. Kyo s'avance, et Lyra dit qu'elle sait qui elle doit servir. Lyra s'agenouille et jure sa force jusqu'à la chute du roi héros, promettant tout ce qu'elle est. Après le combat, la forêt des bêtes renaît alors que Kyo se souvient de la chute des 4 archidiables de l'Empire Karl et de la défaite de Kaguya suite à la destruction. Une nouvelle pousse s'élève alors que le grand arbre naît au sein de la forêt des bêtes. Kyo se demande ce qu'il doit faire ensuite en regardant devant lui, rapportant que l'armée du Seigneur Démon a atteint un total de 132 troupes. Le groupe réagit, notant la rapidité avec laquelle leurs forces se sont étendues en quelques jours seulement. Eo admet que le sanctuaire de la sérénité obscure commence à se sentir à l'étroit. Ils décident qu'ils doivent construire un domaine plus grand et posent sa main. Les ténèbres se répandent sous eux alors que l'espace lui-même commence à se déformer. Les environs sont engloutis par l'obscurité, laissant tout le monde confus. Un nouveau domaine se manifeste, révélé comme la dynastie des Abysses, le trône des profondeurs. Kyo explique qu'il a créé un sous-espace de ténèbres où chacun peut vivre en paix, précisant que cet espace n'est qu'un refuge temporaire. Kyo déclare qu'il partira défier le roi héros. Il dit à tout le monde d'utiliser ce temps pour guérir et récupérer. Le groupe proteste, disant qu'ils ont été blessés aussi et que ce combat leur appartient également. Les gens bêtes insistent pour que Kyo ne porte pas le fardeau seul. Hippo déclare qu'ils sont prêts à se battre chaque fois qu'il fera appel à eux. Kyo sourit et demande s'il peut compter sur eux. Une semaine plus tard, les 4 se tiennent devant plusieurs tombes, appelant doucement les noms de Kaguya et Kaji. Kira dépose délicatement des fleurs, souhaitant aux défunts de reposer en paix. Kedo pleure la solitude laissée derrière, tandis que Karen qualifie la situation de cruelle. Kirisu admet qu'il ne peut pardonner ce qui s'est passé. Kira déclare qu'ils ne peuvent pas laisser passer ça. Et jure d'agir, le groupe accepte de trouver Kyo et de venger ce qui a été fait, promettant d'aller jusqu'au bout ensemble. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le territoire oriental de l'Empire Nia Karl, le quartier nocturne connu sous le nom de Boogie Town. Une femme flirte avec Kyo, l'invitant à s'amuser. Alors qu'il réagit sous le choc, une autre femme s'accroche à lui, lui offrant ses services, le laissant dépasser. Kyo panique, se demandant ce qu'est cet endroit. Alors que la tension monte, Tesa révèle que le quartier des divertissements est dirigé par Karisu, l'un des 4 seigneurs. Karisu est démasqué comme quelqu'un qui kidnappe des femmes elfes et les asservit par hypnose. Tesa déclare que ce qui se passe est exactement ce qu'elle avait prévu. Elle admet qu'elle faisait les mêmes choses dans son monde d'origine et qu'elle échappait toujours à la punition. Fégia déclare qu'elle ne peut pas laisser des ordures comme Kurisu se promener librement, la poussant à ordonner que le club soit détruit jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La boule disco tourne tandis qu'un client s'amuse. Le magasin que Kuro dirige est identifié comme la cible. Le club Paradiso apparaît, brillant de lumière décadente à l'intérieur. Des danseurs se produisent tandis que les clients se prélassent. Kyo a l'air mal à l'aise, qualifiant l'endroit d'effrayant. Alors que Tasha le rassure, elle le soutient. Soudain, le chaos éclate alors que quelqu'un leur crie dessus pour s'être immiscé. Une artiste s'excuse alors que la tension se répand dans la pièce. Un client se plaint bruyamment que sa veste coûteuse est ruinée et exige une explication. Il est révélé que Fuji est celle qui est en difficulté et s'excuse nerveusement. Tout en promettant de nettoyer le désordre immédiatement, le client la regarde avec concupiscence, faisant des remarques grossières et suggérant qu'elle le serve à la place. Poussant Fuji à se figer de peur alors que son comportement devient plus dérangeant, Kyo les regarde fixement. Alors que le client dit à Fuji d'arrêter et lui ordonne de bouger, le client grogne, criant qu'elle soit traînée. Alors que d'autres la retiennent, Kyo se déplace en un instant, assénant un coup de poing au visage du client. Le coup porte, le sang gicle alors que le client est projeté. Kyo reste ferme alors que la pièce tombe dans un silence stupéfait. Le chaos éclate à l'intérieur du club alors que des cris retentissent. Les clients paniquent et quelqu'un ordonne d'appeler la sécurité. Fuji se fige sous le choc, voyant un visage familier et se demandant si c'était vraiment lui. Kyo réagit avec incrédulité après avoir reconnu Fuji. Elle attrape désespérément Kyo et le supplie de l'aider alors que la situation dégénère. Fuji révèle qu'elle a reconnu Kyo dès qu'elle a vu son avis de recherche et savait qu'il viendrait. Elle s'effondre,
admettant qu'elle a seulement fait semblant d'être sous hypnose, mais qu'elle ne peut plus le supporter. Qualifiant l'endroit d'enfer où le libre arbitre est interdit, Kyo essaie de la calmer et demande où est Kurisu. Mais elle lui dit qu'il est sorti. Une figure puissante s'écrase soudainement d'en haut, brisant le sol dans une entrée violente. Une soif de sang écrasante inonde la zone, faisant instantanément taire la pièce. Kyo exige de savoir qui est l'intrus. Apprenant qu'il est le garde de sécurité du club, Teja le reconnaît et réalise qu'il avait également été soumis au lavage de cerveau par Kurisu. L'homme se révèle être l'un des 4 rois célestes de l'armée du roi démon, présenté comme Self Knight. Capitaine chevalier blanc-oise, rayonnant une pression terrifiante. Teja avertit Kyo que sa vitesse et ses réflexes sont décrits comme inégalés, même parmi les forces du roi démon. Teja reconnaît que même leur Kajta aurait du mal à l'attraper à pleine vitesse. Le chevalier se projette en avant en un instant, détruisant la plateforme sous lui. L'attaque n'est pas une mince affaire, car sa vitesse atteint des niveaux terrifiants. Kyo réagit sous le choc alors que le chevalier réduit la distance en un clin d'œil. Le coup du chevalier percute la défense de Kyo dans un éclair aveuglant, secouant tout le lieu. Le club est baigné de lumière rose, tandis que la boule disco tourne au-dessus de la piste chaotique. Un soudain choc de lame déchire la pièce, arrachant des halètements à la foule. Les clients se figent alors que la panique se propage, incertains de ce qui vient de frapper. Un autre impact violent suit, secouant l'espace encore plus fort. Tazia et Fuji se tendent alors que la perturbation se rapproche. Was s'élance en avant, lançant une attaque rapide visant Kyo. Ce dernier réagit instantanément, esquivant le coup avec une vitesse terrifiante. Kyo serre les dents, réalisant que les mouvements de Vice s'accélèrent en plein combat. Il concentre son pouvoir, déterminé à briser l'hypnose qui contrôle tout le monde. Vice maintient son élan, refusant de ralentir. Kyo canalise plus de force, mais Was lui transperce la main. La tentative échoue alors que Was s'échappe à nouveau, plus vite qu'avant. Kyo s'écrie, refusant de reculer malgré l'écart qui se creuse. Il glisse sur le sol, se positionnant fermement, des perles de sueur sur son visage, alors qu'il réalise qu'un assaut frontal ne fonctionnera pas. Kyo aiguise sa concentration, cherchant une ouverture. Il décide de tromper la vision de Karisu et de frapper depuis un angle mort. L'énergie sombre jaillit alors que sa compétence s'active. Un arc sombre se forme, fendant l'air vers Kurisu. Was contre avec Raven Drive, déchaînant une ruée d'un noir de jet. De multiples clones d'ombre s'abattent autour de Kurisu en succession rapide. Was dévie l'assaut, son arme fendant l'obscurité. Des étincelles explosent alors que l'acier et l'énergie s'entrechoquent. Le sol se fissure sous la force de leur échange. Kyo est projeté en arrière mais parvient à se rétablir en pleine chute. Kyo se stabilise et murmure des excuses à voix basse. Il charge à nouveau, mettant tout dans une seule frappe décisive. Sa lame touche, tranchant la garde de Vice. Kyo chancelle alors que le chaos se répand sur le sol. L'impact fait finalement tomber Vice. Alors que le silence est lourd après l'effondrement de Vice, dans un flashback, Vice se souvient du moment où il était impuissant au sol. Montrant les femmes elfes rassemblées dans la peur, il a supplié Enola de l'attendre. Mais elle ne pouvait pas l'entendre après avoir été hypnotisée. Soudain, Karisu déclara que Vice viendrait avec lui. Alors qu'il lui saisissait la tête, Karisu sourit d'un air narquois, affirmant qu'il laisserait Vice protéger la femme qu'il aimait. Mais son amour ne serait plus jamais le sien. Actuellement, Vice se réveille du cauchemar, tremblant, la fureur et le chagrin mêlés dans ses yeux. Il hurle le nom d'Enola, tandis que Karisu l'entraîne. La panique se répand alors que le groupe cherche désespérément. L'absence d'Enola laisse un silence écrasant. Vice exige des réponses, sa voix brisée par la rage. Teja s'avance, lui disant de se calmer et promettant qu'elle est venue pour les sauver tous. Vice vacille, sa force cédant au choc. Les conséquences du massacre défilent dans son esprit. Des images révèlent des elfes violés et tués. Sous le règne de Karisu, Wei reste figé, hanté par le fait qu'il a travaillé comme garde du corps pour Karisu. Il réalise à quel point l'ironie est cruelle. Le groupe se rassemble dans un silence stupéfait alors que le poids de tout s'installe. Une voix brise la tension, annonçant le retour de Karisu. Alors que les elfes accueillent leur maître, Karisu entre nonchalamment, mentionnant que la visite de la tombe d'un ami l'a laissé d'humeur sombre et ordonnant de changer la musique. Il remarque les invités affichant son regard sinistre. Il observe le groupe en contrebas et reconnaît la présence de Kyo. Il remarque également que Was s'est réveillé, incitant l'elfe à exiger de savoir où était Enola. Karisu réagit avec une légère curiosité en se souvenant qu'elle était la petite amie de Wei. Il lui répond froidement, déclarant qu'Enola est déjà morte.
Il explique que l'hypnose s'est brisée quand Enola a interagi avec le client, mais que les souvenirs sont restés. Il décrit calmement comment son hypnose contrôle directement le cerveau, la qualifiant de parfaite pour les affaires. Carissu rejette la mort d'Enola comme un gâchis, disant qu'elle aurait pu être plus utile vivante. Ouais tremble de rage, luttant pour assimiler ce qu'il vient d'entendre. Il crie qu'il n'a pas de cœur. Carissu répond sans remords, disant qu'il n'a aucune sympathie pour les sous-humains et admet une rancune personnelle. Il s'avance, l'accusant d'avoir tué son ami. Carissu annonce au public que le spectacle d'aujourd'hui est annulé et déclare Kyo le nouveau roi démon. Pour l'exécution, il ordonne au DJ de jouer quelque chose d'entraînant alors que l'atmosphère devient hostile. Carissu dit à Kyo de s'avancer seul, tout en le prévenant de ne rien tenter. Carissu affirme qu'il va lever l'hypnose sur tout le magasin et demande si Kyo comprend ce que cela signifie. Il déclare avec assurance que tout le monde se souviendra de toute une fois l'hypnose levée. Il observe Kyo attentivement, testant sa réaction. Kyo admet qu'il n'a pas d'autre choix que d'obéir alors qu'il s'avance sous les lumières violettes pendant que les autres regardent anxieusement. Fuji interpelle Kyo avec alarme, mais il les rassure silencieusement, pensant que la force brute seule ne résoudra rien. Carissu le félicite d'un ton moqueur et se prépare à démontrer son contrôle. Carissu explique que l'hypnose s'active au moment où il entre en contact. Il active sa compétence, déclenchant une super hypnose et induisant une fausse douleur. Kyo réalise qu'il ne ressent aucune différence immédiate. Carissu se vante que l'hypnose est idéale pour le combat rapproché et se moque du choix de compétences de Kyo. Il frappe Kyo directement, confiant dans son avantage. Fejia et Fuji réagissent sous le choc alors que le coup porte. Kyo est projeté en arrière, submergé par la force soudaine. Kurisu explique l'effet placebo, affirmant que le cerveau peut être amené à croire qu'un dommage est fatal. Il avance avec assurance, rayonnant de contrôle et d'amusement. Il affirme que l'hypnose fonctionne mieux sur les adversaires faibles et explique comment les dommages hallucinés deviennent réels. Kurisu se tient au-dessus de Kyo et déclare qu'il va lui apprendre sa place. Kurisu explose de rage, hurlant que Komiya et Kagura ont été assassinés par des déchets inférieurs à lui. Il rit en s'approchant, affirmant qu'il peut faire en sorte qu'un simple coup de poing semble mortel grâce à l'hypnose. Il déclare une mise à mort instantanée, transformant le propre coup de Kyo en son arme. Kyo est projeté en arrière tandis que Fejia tente d'intervenir, mais Kyo l'arrête, insistant sur le fait qu'il va bien tout en avertissant tout le monde de rester en arrière. Kyo se ressaisit, décidant que si quelqu'un doit souffrir, ce sera lui. Il se force à endurer, cherchant un moyen de traverser la douleur, tandis qu'il se remémore leur vie passée. Kurisu s'est moqué de lui avant de louer sa tolérance à la douleur alors qu'il intensifiait l'attaque. Kurisu dit à Kyo qu'il a perdu parce qu'il est faible, mais il chancelle soudain de surprise, entendant quelqu'un l'arrêter. Was surgit avec rapidité, frappant Kurisu avant qu'il ne puisse réagir. Il grogne, admettant que Was l'a battu en vitesse, mais se moquant de sa technique. Kurisu enchaîne avec un autre coup, refusant de le laisser récupérer. Il active une autre compétence, une énergie sombre s'enroulant autour de sa main. Il sourit, invitant Was à le tuer si elle ose. Kurisu affirme avoir une idée brillante alors qu'il hypnotise Was. Il se vante de couronner un nouveau seigneur démon, tandis que Kyo regarde impuissant. Was se fige, ses yeux brillant en rouge alors que l'hypnose prend le dessus. Kyo avance avec difficulté, le suppliant de ne pas se sentir coupable de l'avoir tué. Was tremble, des larmes coulant tandis que son corps refuse d'obéir à sa volonté. Kyo se débat tandis que Kurisu ordonne des façons de le tuer, sa voix couvrant tout le reste. L'écarlate éclabousse alors que le coup est déchaîné. Kyo est stupéfait après que Fuji ait bloqué le coup, le poussant à se demander pourquoi elle l'a sauvé. Kurisu rit sauvagement, se moquant de Fuji d'avoir trouvé le courage trop tard. Fuji supplie Kyo de rester en vie et lui dit qu'il doit vaincre Kurisu pour sauver tout le monde. Kyo a du mal à respirer, la peur et la douleur le déchirent. Fuji hurle à tout le monde d'écouter, avertissant que perdre la tête signifie une défaite totale. Les autres regardent impuissants sa vie s'éteindre. Elle supplie, sous le regard des autres, de ne pas laisser l'esprit de Kyo se briser et le conjure de vivre. Sa voix l'atteint à travers le brouillard, appelant son nom encore et encore. Kyo tient le corps blessé de Taja. À peine conscient, Kurisu pointe du doigt Eri, qualifiant la mort de Fuji d'inutile et de ridicule. Il se moque de la foule, traitant la tragédie comme de l'or comique. Les elfes hypnotisés autour rient avec lui, alimentant sa cruauté. La pièce se remplit de voix moqueuses et de ridicules sans fin. Kyo s'agenouille en désespoir, serrant Fuji tandis qu'ils rugissent de rire. Kurisu ordonne que l'exécution continue, commandant à Weiss de tous les empaler. Kyo murmure qu'il ne laissera pas la mort de Fuji être vaine.
Kyo active sa compétence ultime, libérant une puissance démoniaque. Une énergie sombre enveloppe la reine, tandis que sa volonté s'embrase violemment. Une chambre d'exécution noire se forme, scellant Weiss à l'intérieur. Kyo déclare qu'il mettra fin à l'hypnose de Weiss une fois pour toutes. Karisu rit d'abord. Se vantant que la compétence stocke chaque attaque qu'elle subit, Teja charge soudainement, déclarant que personne ne posera la main sur le roi. Des éclats de glace pleuvent tandis que son sort inonde la chambre. Karisu esquive sans effort, ricanant que l'attaque ne l'atteindra pas. Il sourit, affirmant que sa vitesse surpasse de loin celle de Whis. Karisu se rapproche soudainement et demande à Thesia si elle pense un jour à changer de maître. Thesia avertit Karisu de surveiller son langage, alors que la tension s'épaissit à l'intérieur de la boîte noire. Weiss croit qu'il n'a pas encore tout perdu, tandis que Kyo le rassure en lui disant qu'il n'est pas à blâmer. Il demande à Was le pouvoir d'abattre Kurisu. La relique sinistre se manifeste devant Was, offrant un pacte tandis qu'une énergie sombre tourbillonne autour d'elle. Il regarde devant lui sous le choc alors que Kyo s'adresse directement à lui, l'appelant le Chevalier Blanc. Dans le club, Karisu retient Teja, se moquant de sa faiblesse et insistant sur le fait que c'était tout ce qu'elle pouvait accomplir. La raillerie est plus profonde, car on dit à Teja que si seulement elle avait été plus forte, rien de tout cela ne serait arrivé. Karisu suggère froidement que le seigneur démon pourrait être encore en vie. Ce sont des mots empreints d'une cruelle certitude. Karisu ricane en regardant Thesia, déclarant que la faiblesse elle-même est un péché et se moquant de son incapacité à protéger quoi que ce soit. Il lève la main et annonce qu'il rendra personnellement son jugement sur Thesia. Une énergie sombre surgit soudainement. Alors que Kyo libère la boîte noire, stupéfiant Kurusu, Was apparaît. Il déclare froidement que celui qui mérite vraiment d'être jugé est Kurusu lui-même. Was sent une présence familière alors qu'un vent émeraude se rassemble autour de lui. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il déclare qu'il rendra lui-même son jugement. Kurusu s'avance avec un sourire moqueur, raillant Was d'avoir enfin brisé l'hypnose. Souriant avec confiance, Karisu se vante que Was ne peut toujours pas le suivre en termes de vitesse. Karisu s'élance soudainement dans un flou, demandant si Was se souvient vraiment de lui alors qu'il lance son attaque. Was s'avance de manière protectrice, tandis que Kyo se tient à proximité, jusqu'à ce que le Chevalier Blanc disparaisse en un éclair. Was jaillit en avant, réduisant la distance avec Kurusu en un instant. Il réagit en pleine charge, réalisant que la volonté du vent est entièrement revenue à Was. Le Chevalier Blanc dépasse le flux d'air avec une détermination inébranlable, jurant qu'il ne prendra plus de retard. Sa compétence ultime s'active alors que la volonté du vent déferle vers l'extérieur. Dans un arc aveuglant, Was plisse les yeux, fixant sa cible tandis que le vent s'aiguise autour de lui. Une tempête de lames éclate alors qu'il déchaîne la fente de la fleur tempête. L'attaque s'abat en succession rapide, chaque coup étant propulsé par une impulsion implacable. Kurusu hurle alors que des entailles cramoisies lacèrent son corps, la force le submergeant en un instant. Was s'éloigne tandis que le corps de Kurusu s'effondre derrière lui. Kyo regarde sous le choc, réalisant que l'attaque était si rapide qu'il n'a même pas pu la voir. Des elfes proches crient de panique, hurlant le nom de Kurusu. D'autres crient de colère et de confusion, exigeant de savoir comment cela a pu arriver. Soudain, quelqu'un crie à tout le monde de reculer, traitant quelqu'un de pire alors que le chaos éclate autour d'eux. Kyo sent que quelque chose ne va pas, réalisant que Karisu est à terre, mais que l'hypnose n'a pas été levée. Sa taille se raidit, sentant une poussée alors qu'il réalise que Karisu se relève. Il active sa compétence ultime, révélant qu'il peut encore tromper même en saignant au-delà de ses limites, gravement blessé. Karisu rit en libérant le salut cauchemardesque, déclarant que son corps n'en a pas encore fini. Il annonce qu'il va maintenant libérer l'ultra-hypnose qui lie tout le monde dans cet endroit. Karisu se demande ce qui se passerait si les souvenirs de chacun d'avoir été violés dans cet endroit revenaient soudainement tous en même temps. Le groupe tourne la tête avec alarme, réalisant que quelque chose de bien pire est sur le point de se produire. Kyo se souvient que Karisu était le capitaine du club de tennis à l'académie. Mais Karisu a transformé le club en son réseau de prostitution personnelle. Il a attiré de belles étudiantes de première année, les a droguées, a pris des photos obscènes d'elles, puis les a vendues à des personnes qui pouvaient utiliser ces photos pour du chantage. De nombreuses filles ont abandonné ou ont tenté de mettre fin à leur jour en conséquence. Comme Karisu était le fils du chef de la police, l'intimidateur était inarrêtable, et le club sombrait de plus en plus dans l'obscurité. À présent, Karisu sourit alors qu'il est sur le point de libérer toutes ces femmes asservies de leur hypnose pour les laisser ressentir le désespoir de toutes les sombres actions qu'elles ont commises sous l'emprise du sort. L'intimidateur crie qu'il va montrer à quel point ses esclaves sont plus heureuses. Sous son rêve, il déclare la désactivation instantanée du sort.
Toutes les femmes retrouvent leur conscience, et tous les souvenirs sous hypnose les inondent. Kyo crie que Karisu est un homme sans cœur et maléfique. Karisu répond que les femmes ne sont que des outils à utiliser, et que les outils qui se cassent facilement sont sans valeur. Karisu sourit et rit de manière maniaque alors qu'il anticipe les femmes se noyant dans le désespoir. Toutes les femmes éveillées pleurent, mais elles ont aussi l'air déterminées parce qu'elles se souviennent des paroles de Fuji leur disant de ne pas laisser Kurisu briser leur cœur. Kurisu et tous les autres sont choqués de voir que les femmes attaquent tous les clients. Kurisu est impuissant en voyant qu'elles n'arrêteront pas leur attaque. L'intimidateur demande pourquoi elles ne se noient pas dans le désespoir. Les femmes répondent qu'elles ne le laisseront plus jamais contrôler leur cœur. Kyo est heureux de voir que la voix de Fuji les a atteintes. Le seigneur démon mène Oise et les femmes à charger Kurisu. Au même moment, Teja gèle les jambes de Kurisu, le rendant incapable de bouger. Kyo et Wei frappent ses côtes avec une lame en même temps. Kurisu reste calme en disant à ses ennemis que tout se passe toujours comme il le souhaite. Quoi qu'il en soit, il déchaîne sa compétence ultime, qui rend son corps plus grand et plus musclé. Il devient si fort qu'il repousse tout le monde loin de lui, alors que l'énergie remplit davantage le corps de Kurisu. Il explique que son auto-hypnose signifie qu'il s'est débarrassé de toutes ses limitations corporelles. Il crie que personne ne se mettra jamais en travers de son chemin. Oise remercie Kyo d'être la raison pour laquelle il a retrouvé sa fierté. Il admet que Kyo est digne d'être son seigneur démon. Il porte son casque et bande un arc alors qu'il jure fidélité à Kyo. Karisu est sur le point de frapper Oise, mais l'elfe tire une flèche faite de vent vers lui, ce qui repousse le méchant. Jusqu'à ce qu'il frappe et fissure le mur derrière lui, Kyo, Teza et les femmes applaudissent toutes. Oise s'adresse aux femmes elfes et leur dit qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent à Kurisu, puisqu'il est maintenant faible mais toujours en vie. Kurisu ouvre les yeux et voit que les femmes qu'il avait asservies s'approchent de lui. Toutes semblent souffrir et sont en colère en pleurant. Kurisu transpire en s'excusant qu'elles ne devraient pas être en colère contre lui, puisqu'il les a maintenues en vie tout ce temps. Secrètement, l'homme appuie sur un bouton rouge dans sa main, paniqué. Les femmes ont toutes des armes improvisées dans les mains alors qu'elles s'approchent de plus en plus de lui. Kurisu se met à pleurer en les suppliant de ne pas le tuer. Kurisu mort, Kyo et ses vassaux discutent du fait que ce ne sera qu'une question de temps avant que l'Empire ne réalise que Kurisu a été vaincu et qu'ils doivent partir rapidement à cause de cela. Pendant ce temps, le château de Nicole et sa route brillent d'une lumière éclatante. Une force fait soudainement irruption dans la boîte de nuit de Kurisu. Il s'avère que c'est Kira, en pleine course. Il attaque soudainement Kyo avec sa lame, et le seigneur démon parvient tout juste à la bloquer avec la sienne. Kira le salue comme s'ils étaient des connaissances. Kyo constate que la compétence de Kira est d'utiliser la lumière pour se déplacer à la vitesse de la lumière, tandis que le méchant frappe Kyo. Avec un barrage de coups d'épée à grande vitesse, le déluge ne s'arrêterait tout simplement pas. Cela fait comprendre à Kyo comment Kira a vaincu l'ancien seigneur démon en quelques secondes seulement. Tout ce que Kyo peut faire est d'être sur la défensive. Kira se place derrière lui en un clin d'œil et tranche le seigneur démon sur le flanc. Weiss et Teza se faufilent derrière Kira. Le méchant les voit arriver et contre-attaque avant qu'ils ne puissent le toucher. Il les jette tous les deux au sol. Kyo crie pour le bien-être de Weiss et Teza. Kira lui dit qu'il ne devrait pas oser se soucier de ses camarades alors que Kyo a déjà tué 3 de ses meilleurs amis. Il crie à Kyo avec colère que ses amis ont disparu parce que Kyo a mené ces monstres dans une frénésie meurtrière. La colère de Kyo se manifeste également lorsqu'il répond que c'est Kira qui a tué tant d'innocents. Kira dit qu'il ne comprend pas pourquoi Kyo se rangerait contre les humains alors que les démons ne sont même pas sa famille. Kira le considère comme quelqu'un qui est allé à l'encontre de leur but de subjuguer les démons et le voit maintenant comme un traître à leur race. Kyo répond qu'on ne lui a jamais dit de piétiner les faibles tout en construisant un monde qui n'est commode que pour eux-mêmes. Kira voit qu'il n'y a aucun moyen de faire changer d'avis Kyo. Il active sa magie de lumière et se concentre. Kyo sent que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Kira brille plus fort et l'endroit devient plus chaud. Kyo se souvient que c'est le pouvoir qui a tout brûlé pendant la guerre avec la magie des ombres de Kyo. Il enveloppe Weiss, Teza et les femmes elfes dans l'ombre. Le flash de lumière détruit le bâtiment de la boîte de nuit. Tous les citoyens de Nicole sont enveloppés d'une lumière aussi brillante que le jour pendant 48 secondes une fois qu'il coupe son pouvoir. Kira remercie tous ses amis tombés au combat de l'avoir rendu assez fort pour se venger. Il voit que Kyo est au sol, inconscient. Pendant ce temps, un groupe de robots mécanisés géants est arrivé sur les lieux. Kira dit à Kedo qu'il est en retard. La tête de l'un des robots s'ouvre, révélant que Kedo le pilote. Kedo pleure Kurusu et déteste n'avoir appuyé sur le bouton de l'émetteur pour les renforts qu'à la dernière seconde. Kedo se gifle pour se calmer et reprendre ses affaires.
Kira lui dit qu'il veut Kyo vivant afin qu'il puisse servir d'exemple devant le plus de monde possible. Keto est excité car ils peuvent faire une diffusion en direct divertissante de l'exécution de leur ennemi. Kira laisse Kyo et Keto sous leur garde en disant qu'il fera le deuil de Kuruzu et des autres. Keto prépare ses camarades au travail et appelle le nom de l'Asie. Le cockpit du robot, à côté de Kedo, s'ouvre. Le pilote, qui tient un marteau gigantesque, saute au sol. L'Asie s'approche de Kyo pour observer de plus près le nouveau seigneur démon. Le nain commente qu'il a l'air beaucoup plus faible que le vieil homme qui l'a précédé. Kedo ordonne à l'Asie d'emmener Kyo à la baleine céleste pour l'emprisonner. Kedo lui dit aussi de ne pas laisser cela être une occasion de changer de camp et de reprendre son ancien statut de roi céleste. Lizzie répond que Kedo n'a pas de souci à se faire, car elle n'a pas l'intention de lancer une rébellion qui ne rapporte pas. Quelques jours plus tard, Kedo est en direct pour présenter le nouveau seigneur démon. Via son direct, il montre Kyo piégé dans sa cellule au public. Il annonce que l'exécution des rebelles aura lieu dans 10 heures au château Nicole. Il annonce également que la meilleure idole de Nicole, Karen, donnera un concert solo en direct avant l'exécution, et qu'ils diffuseront tout en direct pour que tout le monde puisse le voir. Keto fait une pause mignonne en disant au revoir à ses spectateurs. Keto regarde Kyo dans sa cellule et lui dit qu'il a l'air pathétique. Il avertit le seigneur démon que les menottes qui le lient sont un dispositif de suppression de mana développé par Lizzie, ce qui signifie qu'il ne peut pas utiliser ses compétences pour s'échapper. Il avertit également qu'ils sont actuellement sur un vaisseau à 10 000 mètres dans les airs, et que même quelqu'un d'aussi fort que Kyo ne peut pas survivre à cette hauteur. Kedo menace de massacrer tous les amis démons de Kyo une fois qu'ils l'auront exécuté, alarmant Kyo. Kedo le laisse ensuite à sa solitude et à sa colère. Kyo pense que rien n'a changé, quelle que soit sa force, et s'en veut. Il se souvient comment les gens le battaient et a l'impression d'être toujours le type au sol sur lequel on marche. Il est déçu de ne pas avoir pu être à la hauteur des attentes de qui que ce soit. Tandis qu'il pense à tous ses amis qu'il a l'impression d'avoir déçus. Il regrette que Ren ne soit pas là pour lui donner plus de courage. Il déteste ne pas être aussi fort que son ami tombé au combat. Il entend alors quelqu'un arriver. À sa surprise, c'est Tatsuo, son ami des mines. Tatsu plaisante en disant qu'il a le don de se faire attraper. Tatsu explique qu'il a lancé une rébellion dans les mines d'esclaves, mais qu'ils ont été capturés immédiatement après. Lui et les autres évadés ont été emmenés à bord du dirigeable où il se trouve maintenant, appelé la baleine céleste, étonnamment. Bien qu'il soit prisonnier, il s'est lié d'amitié avec Lizzie grâce à l'ingénierie et a obtenu un poste de mécanicien sur le dirigeable. Kyo est content de voir qu'il va bien. Tatsu lui dit qu'il n'a pas renoncé à abattre Kira. Lizzie apparaît derrière Tatsu, le prenant en flagrant délit de parler de tuer Kira. Lizzie explique que la clairvoyance de Kedo lui confère le pouvoir de tout voir sur des milliers de kilomètres et qu'il a utilisé cette capacité pour capturer ceux qui s'opposent à l'Empire. Il est également expliqué que de nombreux drones volent autour de l'Empire, tous développés par Lizzie, lui permettant d'étendre son pouvoir. Lizzie avertit Tatsuo d'un ton menaçant de ne jamais être imprudent avec ses paroles près du dirigeable. Tatsuo's excuse. Lizzie s'approche ensuite de Kyo et se présente comme l'ancien roi nain des 4 rois célestes, surprenant le seigneur démon. Lizzie ajoute qu'il est maintenant entièrement du côté de l'Empire. Sur ce, le nain commence à s'éloigner de lui. Kyo lui demande si l'Empire le tient par quelque chose, ce qui arrête Lizzie net. Kyo continue de lui demander comment il peut accepter que l'Empire utilise continuellement sa technologie contre les démons. Lizzie lui hurle dessus, le traitant d'humain qui ne comprendrait jamais, et affirme qu'il n'y a rien qu'il puisse dire. Pour le ramener au combat contre l'Empire alors qu'il s'en va. Il conseille à Kyo de ne pas se débattre dans ses derniers instants de vie. Tatsu dit à Kyo qu'il a entendu dire que Lizzie avait passé un accord avec l'Empire pour épargner le village nain du massacre en échange de sa technologie. Pendant ce temps, dans la salle du trône du château de Nikko, Kedo rapporte à Kira que l'exécution de Kyo est en bonne voie. Karen regrette que 3 de leurs amis soient déjà morts, mais ils doivent encore tenir la promesse qu'ils leur ont faite. Kira est d'accord et explique qu'ils doivent tuer Kyo et extraire avec succès le mana de la volonté du roi démon pour concrétiser leur plan. Il promet que tous les 3 iront jusqu'au bout pour le bien de tous leurs amis tombés au combat. Keto et Karen affichent des regards déterminés en acquiesçant. Pendant ce temps, Lizzie est dans son atelier, martelant quelque chose sur une enclume. Tandis qu'il travaille d'arrache-pied, il se plaint de la rapidité avec laquelle Kyo s'est fait prendre. Il est révélé qu'il vient de terminer une armure noire, qu'il dit être faite d'écailles de dragon noir. Il la considère comme la seule armure capable de se défendre contre la magie de lumière du roi héros. Plus tard, Kedo vient à la cellule de Kyo pour lui annoncer que c'est l'heure de son exécution. Il se moque de la façon dont Kyo n'a régné que peu de temps en tant que seigneur démon. Kyo le regarde avec rage. Dans le monde des ombres,
Ogre et Lyra demandent à Wei et Tasia si leur seigneur démon est en sécurité. Tasia rapporte que Kyo les a amenés dans cet espace juste au moment où le roi héros était sur le point de les anéantir. Et elle pense qu'ils seraient morts si leur seigneur démon n'avait pas fait cela. Elle dit aussi qu'elle ne sait pas si Kyo est en sécurité et que tout ce qu'ils peuvent faire est de croire en leur seigneur. Pendant ce temps, au château de l'Empire, Kedo regarde son téléphone pour se remémorer les photos de leurs jours de lycée. Il dit à Karen que leurs anciens jours étaient les meilleurs. Il se souvient comment il avait fait une farce à quelqu'un avec de faux cafards et comment ils avaient enfermé quelqu'un dans le caisson de seau de la salle de sport pendant une journée entière. Il dit qu'il pense beaucoup à ces jours et à la façon dont il était entouré d'amis, riant tous les jours. Karen s'émeut avec lui en acquiesçant. Le souvenir de ces jours rend Kedo encore plus en colère contre Kyo. Il jure qu'il laissera le monde le voir mourir et fera de lui un exemple pour quiconque voudrait les défier. Il a demandé à Karen d'utiliser son pouvoir de star pour l'aider. Karen affiche un regard déterminé en disant qu'elle veut lancer une chanson et une danse sur lesquelles elle a travaillé. Elle monte sur la plateforme qui la mènera à la scène et fait un signe de paix à Kedo en disant qu'elle donnera tout. Kyo, enchaîné, est forcé de s'agenouiller sur une immense plateforme en bois, l'un des deux gardes à ses côtés, portant une épée pour son exécution. Une foule immense est venue assister à son exécution. Kyo est stupéfait de voir tant de gens si heureux et acclamant la mort de quelqu'un. L'Asie est quelque part avec des leviers devant lui, et il dit à Tatsuo de se tenir prêt pour ce qu'ils sont sur le point de faire. Pendant ce temps, Kedo est dans la salle de contrôle et s'apprête à commencer la diffusion. Avec l'équipe de contrôle, le haut-parleur diffuse la voix de Kedo pour dire à tous qu'ils sont désolés de les avoir fait attendre. La foule exulte de joie et de larmes. La scène du concert commence à se remplir de fumée. Karen apparaît sur scène comme une étoile scintillante. Il est expliqué que sa capacité est le charisme, et que cela signifie que sa voix, ses mouvements, son regard et son sourire attirent les gens à elle et asservissent leurs âmes. Même ceux qui regardent le concert depuis chez eux sont ensorcelés par elle au point de l'adorer. Pour ceux qui sont ensorcelés, tout ce qu'elle dit devient la vérité absolue. Même ceux qui sont censés être bienveillants tourmentent maintenant les faibles sans hésitation, juste à cause de son charme. Karen continue d'interpréter sa chanson et sa danse, mais s'arrête pour faire face à Kyo sur la plateforme. Elle lui demande de s'excuser avant de mourir pour avoir tué 3 de ses amis. Kedo est dans la salle de contrôle et ravi de voir que Karen canalise la rage de la nation sur Kyo. Il sourit alors que la caméra fait un gros plan sur Karen. La jeune fille exige des excuses, alors la foule scande qu'il doit s'excuser aussi. Kyo sent qu'il est entouré de visages qui le haïssent. Il rit. Karen le remarque et lui demande pourquoi il rit. Kyo lui dit que c'est drôle pour lui qu'ils acculent quelqu'un, monte l'ambiance contre lui, et lui retire tous ses alliés pour pouvoir l'attaquer, exactement comme ils le font toujours. Il lui dit que ce sont eux qui blessent les gens et ensuite font semblant d'être les victimes quand les choses ne se passent pas comme ils veulent. Ces commentaires mettent Karen tellement en colère qu'elle peut à peine la contenir. Kyo continue de dire qu'ils ont tué son ami reine et ensuite scellé les 4 rois célestes. Il la prévient que même s'ils pensent avoir coupé tous les liens avec ceux qu'il aime, il a toujours des alliés. Derrière Karen, un robot géant arrive vers elle. Il atterrit à l'endroit où se trouve Karen et manque de la frapper. Tout le monde sur les lieux est choqué de voir le robot apparaître. Kedo sait que c'est Lizzie. Kyo dit à Lizzie qu'il savait que le nain viendrait pour lui. Lizzie demande pourquoi. Kyo dit que c'est parce que le Seigneur Démon doit toujours faire confiance à ses rois célestes et qu'il a su, en le regardant quand il parlait dans la cellule de prison, que le roi nain en lui vivait toujours. Lizzie rit en disant que Kyo lui rappelle tellement la nature bienveillante du précédent Seigneur Démon. Kedo crie dans le haut-parleur pour réprimander Lizzie d'être une traîtresse. Il ordonne à tout le monde d'exécuter le Seigneur Démon et la traîtresse. Il annonce également qu'ils brûleront le village des nains et massacreront tous les nains. Kedo ordonne à tous ses soldats mécanisés de sortir et d'attaquer. Kedo dit qu'il transformera ce qu'ils ont fait en un divertissement de haut niveau en direct. Lizzie rit de la colère de Kedo et lui rappelle que c'est lui qui a construit son armée de robots. Pendant ce temps, à la baleine céleste, Tatsu est dans sa salle de contrôle. Il appuie sur le bouton pour couper l'alimentation de tous les robots. Toute l'armée de robots tombe du ciel. Pendant ce temps, Karen fuit tout ce chaos. Les menottes de Kyo se libèrent automatiquement, surprenant les gardes. Derrière le Seigneur Démon, Kyo assomme instantanément les gardes avec ses mains libres. Lizzie révèle à Kyo qu'il a programmé les menottes. Pour se libérer, le robot de Kedo se relève. Il dit que tout ce dont il a besoin pour alimenter le robot est son propre mana. Il recharge le robot et celui-ci se remet en mouvement. Kyo demande à Lizzie s'il accepterait de faire un pacte avec lui et de combattre à ses côtés. Lizzie répond qu'il ajoutera à leur contrat, lui donnant l'armure noire qui peut bloquer la magie de lumière de Kira.
Kyo enfile l'armure noire et sent rapidement à quel point elle s'adapte parfaitement à son pouvoir obscur. Lizzie se souvient à quel point il regrette d'avoir vu l'ancien seigneur démon mourir juste devant lui. Il dit qu'il doit apprendre en tant qu'ingénieur et qu'il doit protéger son seigneur démon. Cette fois, Kyo le remercie pour l'instant. Kyo voit l'espoir de vaincre Kira et de mettre fin à son massacre et à son oppression. Au moment où ils s'apprêtent à sceller leur pacte, le robot de Keto fonce et repousse Lizzie loin de Kyo. Keto dit à Lizzie, en faisant glisser la tête de son robot au sol, qu'il le tuera avant qu'ils ne fassent leur pacte. Kyo est sur le point d'aller vers Lizzie, mais 3 sorciers ennemis l'atteignent en premier. Ils activent leurs capacités élémentaires individuelles et les projettent vers Kyo. Kyo éteint sans effort leur sort et menace de les tuer s'ils s'approchent. Le trio de sorciers est tellement intimidé qu'il se fige et ne lui fait rien. Pendant ce temps, Keto poursuit son assaut sur Lizzie. Il peut prédire chaque mouvement de Lizzie avec son armure mécanique, car sa clairvoyance voit chaque détail du mouvement de Lizzie grâce à sa version ultime de clairvoyance. Son robot se couvre d'yeux. Kedo se vante de la façon dont son pouvoir s'adapte parfaitement au combat robotique. Il charge un rayon d'énergie depuis l'armure mécanique et le projette sur le robot de Lizzie. Le robot est projeté en arrière et ses bras sont réduits à néant. Le robot de Kedo le rattrape et repousse Lizzie contre un mur. Alors qu'il maintient Lizzie immobilisée, il lui demande ce que ça fait d'être tué par sa propre création. Avec un sourire, il insiste pour que Lizzie lui dise ce qu'il ressent. Kyo est soudainement sur la tête du robot de Kedo sans que celui-ci ne le remarque. D'un coup de poing, le robot est projeté au loin et s'écrase contre un mur. Kyo demande à Kedo ce que ça fait d'être frappé par la personne qu'il avait l'habitude de harceler. Kyo s'excuse ensuite auprès de Lizzie d'être en retard et explique que c'était parce qu'il avait trouvé trop difficile de vaincre les ennemis sans les tuer. Il est révélé qu'il a assommé des dizaines de sorciers et qu'ils sont éparpillés sur le sol. Lizzie est juste content de voir que son armure noire fonctionne parfaitement. Pendant ce temps, Kedo s'est déjà relevé. Il prépare ses missiles puis les lance tous directement sur ses ennemis. Une grande partie du château explose et est engloutie par les flammes. Kedo rit, croyant avoir tué ses ennemis. La foudre déchire le ciel. Lizzie émerge des flammes, expliquant à quel point le pacte avec le Seigneur démon est pratique, car il lui a non seulement donné plus de pouvoir, mais a aussi réparé son robot. Kedo voit que le robot de Lizzie est de nouveau intact. Et plus puissant que jamais, Lizzie déclare qu'il est temps de régler leur bataille. Kedo rétorque qu'ils perdront quand même, malgré la réparation de son robot. Il charge en tirant de nombreux missiles, tout en affirmant être le meilleur en combat de mech grâce à ses capacités. Lizzie esquive tous ses missiles sans effort et dit « Les yeux de Kedo sont inutiles si son attaque est toujours aussi mauvaise ». Le robot de Lizzie déploie une lame de son bras qui vibre et s'illumine d'éclairs. Il tranche le robot de Kedo en deux. Lizzie remercie son nouveau seigneur démon. Le robot ennemi explose alors derrière lui. Kyo dit à Lizzie que c'est lui qui devrait le remercier, car ce n'est que grâce à Lizzie qu'ils ont vaincu Kedo. Le seigneur démon jette ensuite son dévolu sur Kira et se dirige vers l'entrée du château. Pendant ce temps, Kira est dans une pièce, travaillant sur une sorte de portail magique qui n'est pas encore complet. Un rayon bleu s'approche furtivement de lui, mais il l'attrape de sa main. Kira sourit, s'attendant à ce que Kyo arrive. Karen fait irruption dans la pièce où se trouve Kira. L'idole est en panique en disant à Kira que Kedo est mort et que Kyo arrive. Kira l'accuse d'être resté les bras croisés pendant que son ami était massacré. Il sort son sabre et la poignarde, justifiant qu'elle lui serait plus utile morte. Le roi héros absorbe son pouvoir à travers le sabre. Après l'avoir poignardé, il laisse son corps gisant au sol, justifiant son acte en disant qu'elle est plus utile pour augmenter son pouvoir que de la garder près de lui. Pendant ce temps, Kyo est sur le point d'entrer dans le château. Bloquant son chemin se trouve le chevalier doré. Qui garde le roi héros? Le chevalier doré s'avance et fonce sur le seigneur démon avec son épée. Kyo touche le sol, et il se brise dans une puissante explosion. Kyo et le chevalier échangent toujours des coups d'épée malgré l'état de destruction de la zone. Kyo charge son attaque finale et fonce sur le chevalier jusqu'à se retrouver derrière l'ennemi blindé. Le coup d'épée provoque un vortex qui aspire le chevalier tout entier. Kyo entre dans le château et voit Kira prêt à l'affronter. Kira lui dit qu'il aurait dû le tuer quand il en avait eu l'occasion. Et alors qu'il active son pouvoir de lumière, il jure que cette fois, il le fera. Kira invoque de nombreux monstres géants, tous en blanc et or. Kira déclare que c'est son devoir de détruire le seigneur démon. Kyo s'agenouille, alors Kira suppose qu'il a réalisé qu'il ne peut pas gagner. Dans sa position agenouillée, il touche le sol, qui devient noir sous l'effet de son pouvoir. Kyo lui répond qu'il est typique de Kira de sous-estimer ses victimes. À travers l'obscurité, il ouvre un portail vers la dimension des ombres.
Du portail surgissent tous les alliés qu'il a rassemblés au cours de son voyage. Les derniers à apparaître sont les 4 rois célestes et Tesa. Kira commente que la racaille vient de se multiplier. Kyo ordonne à son armée de charger, ainsi les monstres sacrés et l'armée démoniaque s'affrontent. Pendant que leurs sbires se battent, le seigneur démon et le roi héros se font face. Le champ de bataille est tellement dévasté qu'il brille de lumière. Kira dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec Kyo. Puisqu'il a un empire à gouverner, Kyo répond que des gens ont souffert à cause de lui. Le seigneur démon se remémore toutes les personnes qui ont tant perdu aux mains de Kira. Il dit au roi héros qu'il ne lui pardonnera jamais. Kira répond que les gens qu'il a mentionnés n'ont aucun droit. Il pointe son épée, et elle s'illumine en chargeant de l'énergie. Il projette sur Kyo une lumière visible même de l'extérieur. La fumée se dissipe, et Kira est surpris de voir que Kyo a résisté à son formidable pouvoir. La seule zone non détruite est le sol derrière Kyo. Kira essaie de déstabiliser Kyo en mentionnant Ren. Il admet que c'est lui qui l'a tué. Kyo répond qu'il le sait déjà, mais il n'est pas troublé. Il dit qu'il n'est pas venu pour se venger, mais pour l'abattre au nom de ceux qu'il a opprimés. Kira rit, amusé de voir Kyo brûler à nouveau d'un tel objectif. Il croise le fer. Kira repousse Kyo, mais le seigneur démon se téléporte derrière lui. Kira tranche Kyo avant qu'il ne puisse s'approcher, mais il s'avère que ce n'est qu'un clone. Kira regarde autour de lui et voit qu'il est entouré de clones de ses ennemis. Kira active une pluie de lances de lumière, qui détruit les clones. Le vrai Kyo apparaît derrière lui depuis un portail au sol. Il poignarde Kira par derrière. Kira se contente de rire et saisit l'épée de l'ennemi plantée en lui pour empêcher Kyo de s'échapper. Il dit à Kyo qu'il aurait dû apporter un casque aussi. Le roi héros déclenche une explosion de lumière, qui fait à nouveau briller le château. Kira se souvient quand il était encore un petit garçon, se faisant crier dessus par son père parce qu'il n'était pas aussi bon que son frère. Quelques années plus tard, Kira pleurait tandis que son père lui criait dessus parce qu'il était ami avec des gens qu'il jugeait indignes de leur famille. Des années plus tard, son père lui a crié dessus parce qu'il était 2e en finale. Kira a prétexté qu'il y avait un élève transféré qui avait fait mieux, alors le père a froissé sa copie d'examen et lui a dit qu'il n'y avait pas de place dans leur famille pour ceux qui n'étaient pas numéro 1. L'adolescent Kira semblait si peiné par la façon dont son père le traitait. Il serra les dents et reprocha à Ren d'être meilleur que lui. Au présent, les alliés de Kyo observent la lumière aveuglante et s'inquiètent pour leur seigneur démon. Alors que la lumière disparaît, elle révèle que Kyo a été mis hors de combat. Kira explique qu'il n'a pas de capacité ultime car sa compétence normale décide déjà de tout. Kira pointe son épée sur le seigneur démon. Soudain, Kira rit et nomme tous ses amis tombés au combat. Il leur dit que leur rêve est enfin réalisé. La tour du château derrière, Kira projette une lumière qui atteint le ciel. Kira dit qu'en tuant Kyo, ils pourront réécrire le monde. Pendant ce temps, la conscience de Kyo sombre dans une obscurité sans fin. Il essaie de se souvenir qu'il a été terrassé par la lumière de Kira. Il veut s'échapper mais craint de ne pas pouvoir en sortir. Il craint d'être seul et de mourir seul. Sa main est soudainement saisie par quelqu'un. Kyo regarde et voit que Ren l'a attrapé. Pour arrêter sa chute dans les ténèbres, pendant ce temps les armées de Kira et Kyo continuent de se battre. Ogu, Lyra, Was et Lazi activent tous leurs coups ultimes contre leurs ennemis, les 4 rois célestes. Puis ils réalisent que Thesia a disparu. Mystérieusement, ils voient une lumière bleue les dépasser. Pendant ce temps, Kira se concentre en prononçant un discours sur la façon dont leur mission a toujours été de recréer la porte autrefois utilisée par la déesse pour retourner dans leur monde d'origine. Et qu'ils ont bâti leur nation pour ce seul souhait. Kira dit aussi que lui seul a l'intention d'utiliser les ressources du monde fantastique. Il ajoute qu'il a également l'intention d'utiliser la magie, car c'est une énergie qui recèle des possibilités infinies. Il promet qu'avec elle, il deviendra le souverain suprême des 2 mondes. Il espère que s'il y parvient, son père l'approuvera enfin. Kira se transforme, portant désormais une armure blanche avec un casque et des ailes d'ange. Il continue en disant que la seule chose qui lui reste à faire est d'utiliser la volonté du seigneur démon. Il flotte avec une lumière dorée en déclarant que la mort de Kyo sera le fondement de sa suprématie. Pendant ce temps, la conscience de Kyo est avec l'âme de Ren. Ren lui sourit et lui dit qu'il est devenu fort. Pendant qu'il était absent, Kyo n'est pas d'accord et dit qu'il s'est efforcé d'être aussi fort que Ren. Mais il n'a finalement pas pu sauver aucun des démons. Kyo regrette instantanément de l'avoir dit en réalisant qu'il doit paraître pathétique devant son ami. Ren lui donne une tape sur la tête et lui dit que ce n'est pas encore fini. Ren continue en disant que le cœur de Kyo bat toujours et que l'âme de Kyo est toujours vivante. Il est donc encore trop tôt pour qu'il abandonne. Ren promet de lui donner toute sa volonté et son pouvoir. Il pousse Kyo et lui dit de battre Kira. Alors que Kyo tombe à nouveau,
Ren lui dit que ses amis l'attendent et qu'il doit créer un monde où personne ne sera blessé. Kyo veut lui en dire plus, mais il tombe à nouveau dans le gouffre des ténèbres. Pendant ce temps, Tesa s'avère avoir utilisé son corps pour protéger Kyo des lames que Kira a tenté de lui lancer et est maintenant blessée. Tesa déclare qu'elle ne le laissera pas tuer le seigneur démon à nouveau. Kira charge sa lumière et lui dit qu'elle devrait être reconnaissante de mourir avec son maître. Tesa parle au corps inconscient de Kyo et lui dit qu'il n'a pas le temps de dormir, car il est temps pour lui de récupérer la dignité qui leur a été volée. Elle crie qu'il est temps pour le seigneur démon de se lever. Le corps de Kyo est soudainement envahi par une énergie sombre, ce qui laisse Kira sous le choc. Kyo émerge des ténèbres, ressemblant à un véritable seigneur démon avec une armure noire améliorée, des cornes en guise de couronne et d'énormes crocs dans sa bouche qui lui donnent un rictus permanent. Kyo promet à Tesa, maintenant inconsciente, qu'elle peut tout lui laisser. Kira n'arrive pas à croire à quel point Kyo est persistant et pense que Kyo est comme un boss final de jeu. Kira fonce sur Kyo et Kyo fonce sur Kira en retour. Leur affrontement est comme une bombe atomique. Kira lance des lames projectiles sur Kyo. Kyo sort des griffes acérées et bloque toutes les lames entrantes, les renvoyant vers Kira. Le roi héros Kira active un cercle magique qui invoque une explosion d'énergie vers Kyo. Le seigneur démon Kyo esquive et l'explosion éclate derrière lui. Kyo fonce sur Kira, alors le roi héros bloque les griffes de Kyo avec son épée. Leur affrontement connecte Kyo au souvenir de Kira, et Kyo voit Kira pleurer parce que son père venait de le gronder. Leurs lames se touchent à nouveau, et cela montre à Kyo un autre souvenir de Kira jaloux que son père caresse la tête de son frère. Kyo peut sentir les ténèbres dans le cœur de Kira. Leurs lames se croisent à nouveau, et Kyo revoit le petit garçon triste. Kyo réalise que Kira ne savait appartenir à un groupe que par l'intimidation. Kira est en colère que son ennemi agisse comme s'il le comprenait. Le roi héros rend son épée grande et brillante pour un coup fatal, et il dit à Kyo de ne pas oser regarder dans son cœur. Kyo invoque également une épée géante de son monde des ombres. La lumière et l'obscurité se précipitent l'une vers l'autre à nouveau avec leurs armes géantes. Leurs lames se connectent à nouveau, créant une explosion de lumière et d'obscurité. La fumée se dissipe pour révéler que les armures des deux combattants sont gravement endommagées, au point que leurs visages sont maintenant exposés à travers leurs casques. Kyo dit à Kira qu'il doit y avoir une autre voie que celle-ci. Kira n'est pas d'accord, puis court vers Kyo avec une épée à nouveau. Kyo est choqué de voir que Was a bloqué l'attaque pour lui. Was dit à son seigneur Kyo qu'il ne mourra pas seul. Ogu, Lyra et Lizzie attaquent Kira de plusieurs directions. Kira déchaîne une lumière qui les repousse tous. Kyo demande à ses rois s'ils resteraient avec lui juste un peu plus longtemps. Ils répondent qu'ils se battront avec lui jusqu'à la fin. Kira les remercie pour leur conviction. Kyo se souvient comment il a rencontré tous les rois célestes et à quel point il est heureux d'être avec eux et de combattre à leur côté. Il sourit en pleurant, disant qu'il est devenu un seigneur démon heureux. Les rois sourient et partagent ses sentiments. Ils foncent tous ensemble sur leur ennemi. Kira esquive chaque attaque qu'ils portent, bien qu'ils attaquent comme un seul homme. Il bloque Ogu et Lyra des deux mains, laissant Kyo le frapper. Kira est repoussé mais devient frustré, alors il prépare son attaque de rayons lumineux. Pendant ce temps, Kyo remarque quelque chose qui brille derrière lui. Il s'avère que c'est Asia, en pleine téléportation, qui rejoint la bataille. Tous les alliés chargent l'ennemi. Les mains et les pieds de Kira sont gelés par Asia, l'empêchant de lancer un rayon laser ou de bouger. Pendant ce temps, le portail vers le monde réel s'ouvre derrière Kira. Kyo s'approche du roi héros et frappe Kira avec son épée sombre. L'impact crée une explosion de ténèbres. Alors que la fumée se dissipe, les démons réalisent que leur seigneur démon Kyo a disparu. Ils voient cependant le portail briller d'une énergie sombre. Phégia craint que leur maître ne soit entré par le portail. Pendant ce temps, Kyo est à peine conscient alors qu'il se retrouve dans l'obscurité et essaie de se souvenir de ce qui s'est passé. Il ouvre les yeux, mais c'est trop flou pour voir. Il essaie de retrouver ses amis, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Il se réveille enfin complètement dans un lit, ses blessures bandées. Il est choqué de voir que Kira est à ses côtés. En le regardant, il essaie de se lever pour attaquer Kira, mais Kira lui demande de se calmer. Kira dit à Kyo qu'ils sont maintenant dans le monde réel, et que leur bataille dans l'autre monde n'a plus d'importance. Il montre à Kyo par la fenêtre que le monde réel est maintenant rempli de bâtiments délabrés, mais qu'il y a aussi des vaisseaux spatiaux volants et des structures d'apparence extraterrestre. Kira dit à Kyo que les humains ne sont plus aux commandes de ce monde. Kyo se demande si la déesse qui les a envoyés dans l'autre monde savait que cela arriverait. Kira est sur le point de sauter par la fenêtre, un trident de lumière à la main, car il compte explorer la zone. Il demande à Kyo ce qu'il va faire, mais Kyo est trop secoué pour répondre pour l'instant.